Et ben ça y est, c'est parti, on va y aller. Qui est avec moi aujourd'hui? C'est Nikita. Bonsoir Nikita. Coucou, Comment ça va? ça va et toi? Eh ben ça va super bien. Je suis trop contente qu'on ait réussi à surmonter tous ces bugs techniques ensemble et que la vidéo Ouais, et l'audio marchent. C'est trop cool. et je te dis que j'étais maudite des streams. Enfin, il y a toujours un problème quand je stream. Toujours. Eh ben ce soir, il n'y en aura pas. Nous avons vaincu les bugs. Nous allons, euh, nous allons vraiment te désenvoûter. Voilà, à partir d'aujourd'hui, ça va marcher pour tout. Ça va être trop bien. Bonsoir tout le monde sur le chat. Bonsoir tout le monde. On laisse un petit peu le temps d'arriver. On a des fidèles qui sont là depuis le début. Je vois 21, Tilda, Craxus, Pichu, Ichigo. Ça fait trop plaisir. Je vois Con Bibis. J'ai l'impression que tu es nouveau, Con. Je ne t'ai pas vu avant. Si c'est le cas, je m'excuse. On a Sibylline. Bonsoir Sibylline, bonsoir tout le monde. Et ben ouais, ça va Bon, super bien. ça va. Voilà, Ma ça foi. lag un petit peu, mais on va y arriver. Bon, je crois que c'est l'heure. Nikita, c'est parti. L'interview Yes. exclusive de Nikita, c'est maintenant 3, 2, 1. Ouh. C'est parti. Je vais essayer de mettre une petite musique d'ambiance à un moment donné, mais je ne suis pas sûre d'y arriver, donc restons sobres et efficaces. Ouais. Alors Nikita, j'ai envie de dire, tu es la française cosplayeuse sûrement la plus connue, celle qu'on ne présente plus. Mais ce soir, on va quand même te représenter, si tu veux bien. Nikita, qui es-tu? Bah D'où oui. viens-tu? Qui je suis? Bon bah voilà, on a compris que mon pseudo c'était Nikita. D'où je viens, je suis française et je fais du cosplay depuis 2006. Après, voilà, j'ai participé à pas mal de concours, j'en ai jugé beaucoup. J'ai arrêté de compter mes costumes à 130, je sais même plus quand c'était. Waouh. Du coup, voilà, que dire de plus? J'écris des livres pour On va en apprendre aux reparler. autres cosplayeurs à faire du cosplay comme moi. Et voilà. Mais si dans le chat, il y a des questions sur euh, ma carrière, mon profil, ce que je fais, n'hésitez pas. Ouais, t'inquiète, les questions des gens, on va venir après, parce que moi j'ai une montagne de questions pour toi. Donc Ah ça là va là. commencer du coup, tu as dit que tu avais commencé le cosplay en 2006. Comment tu as découvert Ouais. le cosplay? J'ai découvert le cosplay. Alors, j'étais dans un lycée orienté très artistique. C'était à Sèvres et il y avait des classes. Moi, j'étais en STI arts appliqués. Il y avait des classes de préparation aux arts appliqués. Il y avait des classes de musique. Il y avait des classes de japonais, il y avait des classes de chinois. En fait, c'était vraiment un lycée très hétéroclite et surtout très ouvert à plein de choses, à plein de formes d'art, etc., etc. Et on nous laissait du coup pas mal de liberté créative, y compris des croisements entre les classes, etc. Donc, j'avais un rendez-vous avec une partie de la classe qui étudiait le japonais. En, 2 fois par semaine, on se retrouvait à la pause déjeuner pour parler de nos mangas, de nos animés, de nos jeux vidéo préférés. On avait appelé ça grossièrement un club manga. Et ce sont eux les premiers qui m'ont parlé du cosplay et de ce que c'était. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, ce qu'on envoyait, c'était ce qu'on pouvait trouver sur Google ou ce qu'il y avait sur les magazines imprimés. euh, voilà, avec des photos prises à Japan Expo, par exemple. Et donc, je l'ai découvert pour la première fois à une convention qui s'appelait Game in Paris. Et ça, c'était en 2004. Et j'ai eu un coup de foudre immédiat. C'était sûr et certain que j'allais faire ça, essayer ça au moins dans ma vie. C'était vraiment, tout de suite, c'était une évidence. Mais Trop bien. voilà, c'est ces élèves qui étudiaient le japonais au lycée et qui, voilà, avec qui on se croisait pour parler de la culture japonaise, qui m'ont parlé pour la première fois du cosplay. Donc, tu as connu le cosplay à l'époque via donc, la culture japonaise, comme beaucoup de Français qui connaissent le cosplay depuis ces anciens temps. Ouais, Voilà. T'avais quel âge du coup tout à le temps. l'époque? Et bah du coup j'étais au lycée 2004 non mais je c'était 2004 non je suis même pas sûre que ce soit T'as ça. dit que t'étais au lycée, donc t'étais peut-être en J'étais au seconde, tu devais avoir lycée, 16 ans du coup. voilà, je vais avoir 16 ou 17 ans en sachant que mon premier costume entièrement fait main il était à 19, voilà.
Donc c'était un peu Il y a plus eu le tard. temps de la maturité. Ouais. Trop bien, trop bien. Et du coup, tu es allée à ta première convention, toute seule, avec des amis, de la famille peut-être? Alors, j'ai du mal à resituer parce que c'est quand même confus. Je me souviens plus ou moins que c'était Gaming Paris. Est-ce que j'étais seule ou est-ce que j'y retrouvais des amis de cette classe de japonais? Je ne me souviens pas. Ce que je me la premi Le premier vrai souvenir plus concret de convention, c'était, d'avoir fait, un Paris Manga. Donc pour le coup, je m'étais déjà de nou vraiment orientée vers la couture et la mode et on était déjà à l'ISA et c'est mon premier vrai souvenir de convention assez pertinent, c'était un Paris Manga quand c'était à Porte de Champéret et j'étais allée avec une de nos camarades de classe, donc toi et moi, on s'est rencontrés à l'ISA. Il y avait une de nos camarades de classe qui s'appelait Laetitia et ensemble, Oui, je me toutes les 2, on souviens de était Letty. très branchées, culture japonaise et on était allés à cette convention-là. Pour le coup, ça, je la resitue très bien parce que c'est là que j'ai croisé Anchela pour la première fois. Oh là là, ça date tellement. Il y en a dans le chat qui étaient là. Apparemment, il y a Pichou qui nous a dit qu'elle était là, sûrement à ton Gaming Paris Gaming de Paris. l'EPAC. Waouh! Oh. Nous avons vraiment des anciens ici. Ouais, on représente les anciens cosplayers. Ça fait trop, trop plaisir. Ichigo qui demande si ça n'a pas commencé en 2005, Gaming Paris. Nous ne savons pas. Peut-être qu'il y a un micmac de Euh, dates, c'est possible. Peut-être qu'il y a un mélange de dates ou en tout cas c'était un truc qui s'appelait Game quelque chose. Ça, c'était un truc autour du gaming, la vraiment toute première où j'ai vraiment des bribes et où je me souviens m'être habillée vaguement avec des bouts de vêtements pour assembler quelque chose qui ressemblait à Yuna, chanteuse de FF12 et dont j'ai absolument zéro photo d'ailleurs. Et ça, je me souviens que c'était quelque chose qui s'appelait Game. Était-ce Gaming Paris? Était-ce ça ou autre chose? Et puis, c'était à Nanterre, Gaming Paris. Voilà, j'arrive pas trop à restituer. Le premier souvenir très précis, c'était Paris Manga à Porte de Champéret avec mon amie Laetitia. Et c'est là que j'ai croisé pour la première fois Anne-Chelle. Truc de fou. Donc nous, on se connaissait, mais en fait, on n'avait pas communiqué là-dessus, parce que moi, j'étais complètement en dehors de toute cette culture et de toute cette Ouais. geekosphère et du cosplay. Enfin, j'y connaissais rien. Et donc, ce qui est fou, c'est qu'on était dans la même classe, mais qu'à l'époque, on faisait pas de cosplay ensemble. C'est ça. Je t'ai parlé du cosplay à la fin de notre dernière année, juste avant C'est ça. le passage de notre diplôme de fin. Et donc, j'avais du coup déjà fait quelques conventions en tant que visiteur, voire même cosplayeuse avec de briquet de broc, avant de te proposer, faisons quelque chose de sérieux pour se relâcher des examens et de la collection qu'on avait préparée pour la fin d'année. C'est deux études très, 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 très prenantes. Disons-le, on avait vraiment besoin de décompresser. Moi, je m'en souviens encore, c'est un bon souvenir. Quand tu m'avais proposé ça, je disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, j'avais l'impression de débarquer d'une autre planète. Comment j'avais pu ne pas entendre parler d'un truc aussi énorme? Enfin, à l'époque, il faut dire qu'on n'en entendait pas parler, vraiment. C'était vraiment seulement les C'était initiés, quoi. C'était assez confidentiel, c'était beaucoup de bouche à oreille. Et puis, une fois qu'on avait mis un pied dedans, ça devenait évident que ça existait. Bien Mais sûr. avant d'avoir mis un pied dedans, qui pouvait savoir? Il n'y avait pas Facebook, enfin, il me semble pas. Il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux. Il y avait quelques forums, mais il fallait les connaître parce qu'on ne pouvait pas découvrir ou tomber vraiment par C'est hasard ça. sur ce phénomène. Mais je tiens à dire qu'il y a encore beaucoup de gens, même maintenant, qui découvrent ce que c'est le cosplay et c'est pas encore complètement rentré dans la culture de mainstream. On s'étonne, mais par exemple, Blondiquet, quand il a commencé le cosplay, c'était il y a 2 ans et demi ou 3 ans, il n'avait jamais entendu parler de ça et il l'a découvert et il m'a dit si j'avais su que ça existait il y a 10 ans, ça ferait 10 ans que enfin voilà, je m'y serais mis tout de suite, ça ferait 10 ans que j'en ferais. Mais aujourd'hui, il est arrivé, il a découvert le cosplay il y a finalement assez peu de temps. Donc, comme quoi, il y a encore du chemin à faire avant que ça fasse partie de la culture mainstream. C'est clair. Moi, j'aurais adoré commencer le cosplay plus jeune. À chaque fois, je me dis, ah là là, on a commencé super tard, c'est dommage. Bon, en même temps, est-ce qu'on n'en aurait pas eu marre plus tôt? On ne sait pas. Moi, j'aurais aimé, ouais, au collège, parce qu'au collège, je m'ennuyais, je m'en souviens, on jouait aux jeux vidéo, on geekait à notre façon, quoi. Mais je pense que j'aurais adoré vivre ça dans mes années collège et lycée. Est-ce qu'il y en a sur le chat qui ont vécu ça dans leurs jeunes années, ou est-ce qu'ils ont démarré comme nous un petit peu plus tard? En attendant, je te pose une Mais autre question, si tu veux vas-y, bien. vas-y. Est-ce que tu te souviens du premier cosplayer qui t'a marqué? Alors, pas forcément le premier que tu as vu, mais le premier cosplayer qui t'a marqué. Est-ce que tu as un cosplay comme ça qui t'a flashé ou quelqu'un?
Bah, oui, parce que, encore une fois, le premier vrai souvenir très concret, c'était Paris Manga, à une l'époque où j'avais pareil assemblé de bric et de broc un pseudo costume de H de Final Fantasy XII. J'ai croisé Anchela et il se trouve qu'elle portait un costume du même jeu vidéo, sur un personnage un peu plus obscur, mais elle portait un costume du même jeu vidéo et j'ai cette image de m'être dit: «Oh, mais cette fille-là, mais c'est un truc de fou, enfin, c'est, ce costume, tout quoi». Enfin, j'étais béate, d'admiration et je suis allée, timidement lui demander, «Bonjour, on est du même jeu, ça te dirait, on prend une photo?» Et je suis même pas sûre qu'on ait jamais récupéré, on a dû prendre une photo ensemble, mais à l'époque, c'était avec les appareils photo numériques, les photos de nos téléphones étaient trop nazes. Donc Ouais, c'était c'était quelqu'un les qui nous avait débuts. pris en photo et je pense que j'ai jamais, jamais, jamais mis la main sur cette photo de duo. Mais en tout cas, ça m'a marquée à tel point que quand toi et moi, nous sommes retournés à Japan Expo, c'était la même L'année année ou d'après, un an l'année après, d'après, je crois, ouais. pour, voilà, pour participer bêtement au World Cosplay Summit en 2007, j'ai tout de suite reconnu la cosplayeuse que j'avais croisée et tant admirée et elle était en compétition avec nous, mais je suis tout de suite allée la revoir en disant: «Je sais que tu me remets pas, mais je t'ai croisée à Paris Manga, je trouve que c'est super, oh là là, bonne chance», voilà et puis et du coup, ça c'est resté que la première cosplayeuse que j'ai vraiment mémorisée et enfin et admirée, c'était elle. Alors après, j'en ai croisé plein d'autres évidemment, le jour où je l'ai rencontrée et j'étais béate d'admiration pour un peu tout le monde, mais c'est elle dont je me souvenais. Je me souvenais de son visage, je me souvenais de ce qu'elle avait fait, je me souvenais de tout. Eh ben, ça marquait le début d'une très longue histoire entre vous, en tout cas, puisque aujourd'hui encore, l'histoire cosplay et même l'histoire familiale se poursuit entre vous. C'est quand même assez hallucinant quand on y pense. Finalement, C'est clair. cette rencontre a un peu complètement changé vos vies, on peut le dire. C'est quand même fou. Mmh. Ouais, ouais, Trop, trop bien, complètement. hein. Belle anecdote, belle anecdote. Bon, vous inquiétez pas, sur le chat, Anchela, bien sûr, suivra en interview dès qu'elle aura un petit peu de temps. Ça viendra. Mais pour l'instant, place à Nikita. Donc, on continue notre petit passage historique. Du coup, c'est 2007, première année en cosplay concours. Du coup, premier concours en 2007, c'est ça? Bah, du coup, oui, parce que j'étais passée à Paris Manga pour monter sur scène, mais on peut pas dire que je participais au concours. Le premier vrai concours, auquel, je me suis inscrite, c'était avec toi, c'était en 2007 et effectivement, comme le dit Koneko, c'était couillu, parce que, Mais on n'en savait rien. pour se motiver, on est allé s'inscrire au plus gros concours de cosplay, qu'il était possible. Bref, c'était n'importe quoi. J'avais un pauvre costume sous le pied, mais vraiment misérable. Moi, Tu en même avais pas. 0. On a démarré sur cette idée complètement farfelue qu'on allait s'inscrire à ce truc-là. Mais je me souviens que, la carotte de se dire: «Oui, mais si jamais on réussit», il y a peu de chances qu'on réussisse, mais si jamais on réussit, tu te rends compte, on part au Japon, ça m'avait aussi, servi d'argument pour te convaincre et je Oui, pense tout que à fait. ça aurait été différent de te convaincre si j'avais pas, mis une carotte aussi géniale que partir au Japon pour un concours de cosplay. C'est vrai que c'était, qu'une partie du drive, c'était, derrière tout ça, c'était: «Oh mon Dieu, ça doit être un truc de dingue, quoi». Bah, c'est vrai que je pense que c'était important pour la première fois, le premier costume, d'avoir cette deadline en tout cas, parce on les a fait en très peu de temps finalement, nos costumes, je crois quelque chose comme 2 Ouais. semaines. On passait Oui, nos j'allais dire 2 jurys. semaines et demie, 3 semaines, ouais. Voilà, on passait nos jurys et puis là, d'un seul coup, tu me balances cette idée. Moi, je débarque de la lune complet, genre, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'elle me fait faire? Et en même temps, j'en avais vraiment envie et besoin. Donc, même si je savais pas trop où j'allais, et je pense peut-être même sans cette fameuse carotte, en tout cas, avoir cette deadline, ce concours et se dire, bon, on va quand même passer sur scène, ça serait bien de faire un truc correct. Sachant qu'on avait, enfin moi personnellement, j'étais jamais allée à Japan Expo de ma vie, je n'avais aucune idée de la scène qu'on allait fouler avec les pieds. Enfin, je suis arrivée, j'ai fait, mais c'est quoi ce truc de malade? Où je suis là? Au secours, où est la sortie? Ouais, ouais, Truc de c'était fou. direct le grand bain. C'était le grand bain. Ouais, 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 le grand bain, le grand bain. Et puis d'un seul coup, on découvrait, enfin moi totalement, mais toi peut-être aussi via le concours, une communauté en fait. On découvrait que c'était vraiment plein de gens finalement, parce qu'au concours on était
un petit nombre déjà, il y avait des associations qui s'occupaient de nous et tout ça, donc c'était fou un peu, quoi. Tu te souviens un peu de ce que tu as ressenti à l'époque? Je me souviens, en termes de ressenti, qu'il y avait un peu d'anxiété, beaucoup de timidité, une excitation parce que oui, on allait, j'étais quand même. Maintenant, évidemment, je regarde ces costumes avec, voilà, Ne dis avec pas un regard dégoût, extrêmement nostalgie, critique, pas dégoût. Ouais. nostalgie et critique. Mais à l'époque, j'étais extrêmement fière de ce qu'on avait fait. Je trouvais que pour des filles qui débarquaient de nulle part, on n'avait pas trop à rougir. Enfin voilà, je trouvais qu'on se défendait bien et il y avait un mélange d'excitation, de timidité. Tout le monde avait l'air de se connaître, mais nous, on connaissait personne. Donc, à chaque fois qu'on croisait quelqu'un, c'était quelqu'un de nouveau. Toute conversation était nouvelle, toute expérience était une totale découverte. Et fouler cette scène, qui était déjà à l'époque énorme, c'était génial. Moi, j'ai toujours aimé la scène. J'ai fait de la danse, j'ai fait un peu de théâtre. C'est revenir à la scène après des années d'études un petit peu intenses et pénibles, c'était aussi une bouffée d'air, même si c'était une grosse montée d'adrénaline. Ouais, c'est clair. Bah, surtout cette scène-là, hein. Combien de milliers de spectateurs, on n'aurait jamais pu avoir autant de spectateurs via un autre loisir, je pense. Ah non, c'est sûr. Incroyable, incroyable comme truc. Ouais, ouais, Du coup, historiquement, on poursuit notre petit parcours. On est en 2007, donc on foire les sélections, évidemment, parce que bon, première évidemment. participation, on savait pas trop. On avait fait du Tsubasa Réservoir, hein. Vous pouvez trouver les photos. Je sais qu'on les a postées l'une comme l'autre à Mhm. l'époque. Tu étais en Toboyo, j'étais en Sakura. Et je me souviens, pas de perruque, des lentilles quand même, mais oh là là, c'était une autre façon de faire les choses, ok. Tout Puis on à les avait fait. fait en 2 semaines, c'était pas si mal pour des cosplays Ouais, faits en 2 semaines, voilà, tout à fait. C'est clair. Il manquait rien. carrément. J'aime bien Koneko sur le chat qui nous dit: «J'admire tous les gens qui ont fait leur première scène à Japan Expo, vous êtes fous». Alors en fait, moi, elle aurait pu m'amener n'importe où si tu veux à l'époque. Et franchement, Nikita, t'aurais pu m'amener n'importe où, j'y serais allée, mais clairement, je m'attendais pas à un truc pareil. Et j'avoue que pourtant, moi aussi, j'avais fait de la scène et ça me faisait. Enfin, c'est pas que j'étais habituée, on a toujours une adrénaline avant d'aller sur scène, même quand on a l'habitude. Mais j'avais les chocottes. Je me souviens encore d'avoir le corps entier qui tremble, les mains moites, le cœur qui s'emballe, et de me souvenir de rien à partir du moment où la musique commence, tu sais. Ah là là, C'est clair. que de nostalgie. Et donc, qu'est-ce qui se passe après, en Et ben 2007? après, on se dit que c'était quand même un frisson extraordinaire, toutes les deux, et que cette fois-ci, on va revenir, mais maintenant qu'on a un peu plus compris ce qui était attendu, on se dit toutes les deux, OK, cette fois-ci, on va arriver avec un projet travaillé, pas fait 2 semaines avant, et qui a des chances de se démarquer, voire de gagner. Et pour s'entraîner, je me souviens qu'on est quand même passé par des conventions plus petites. On a reporté les costumes de Tsubasa Reservoir Chronicle pour se faire la main et parce qu'ils n'avaient pas eu de prix, pour voilà, se motiver, rencontrer les gens de la communauté, voir, pousser aussi, s'entraîner, essayer de comprendre ce qu'étaient les critères, etc. Et en 2008, on arrive de nouveau sur la scène de Japan Expo, de nouveau pour le World Cosplay Summit et le World Cosplay Summit uniquement. Et cette fois-ci, on passe. La revanche. Mais Ouais, ça passe. c'était extraordinaire et parce qu'on réalisait pas qu'on était toute neuve dans ce milieu-là, toute fraîche, que personne ne nous connaissait et que personne ne nous a vu venir et personne ne nous attendait vraiment voilà. Et ça a surpris beaucoup de monde. En plus, on est arrivé, je me souviens, sur un registre qui était peu exploité à l'époque parce que ce qui gagnait, c'était beaucoup plus de l'humour. Mais comme on arrivait d'un milieu où on n'avait pas forcément les références de ce qui se faisait dans le cosplay, mais plutôt de ce qui se faisait dans le spectacle, on est arrivé avec quelque chose de plus sérieux, de poétique, de mis en scène, de dramatique, de montée, voilà, hein. Et du coup, c'était pas la presta du siècle, mais ça a suffi à se démarquer et on était les seuls à pas avoir fait de l'humour ce jour-là et ça a suffi à se démarquer et à, du coup, obtenir ce sésame pour représenter la France au World Cosplay Summit. Mmh. Je me souviens qu'on avait passé quand même vachement de temps à le préparer, enfin peut-être pas une année, mais au moins 6 mois, je pense, entre les costumes et les répètes, hein.
Dans mon Tout à souvenir, fait. je me souviens on répétait dans des endroits pas possibles. Je me souviens On qu'on oh là là. Ouais. On avait étalé beaucoup plus dans le temps. Quand je regarde le costume finalement, il était presque le mien encore moins bien fichu, la base du costume que le précédent, mais il était Ah, on t'a perdu on t'a la perdu découpe Nikita. Ah, c'est bon. spéciale et tout. C'est bon? Ouais, c'est bon. Et heu et du coup, on avait des props un peu spéciales et c'est vrai qu'on avait mis du temps à le préparer et beaucoup plus de budget. Moi, je me souviens qu'on parlait du fait de rentrer dans le cosplay à l'âge adolescent ou à l'âge adulte. Même si on était à l'âge adulte, on n'était pas très indépendante financièrement, à cette époque-là et moi, ma mère me rendait compte, elle me disait: «Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et On ça arrive va dans un pas aller truc en qui s'appelle le s'arrangeant. cosplay, vois-tu?» Enfin, c'est ça. Ouais, gros que nos comptes bancaires ont souffert à cause du cosplay. Je pense que sur le chat, on peut avoir plein de témoignages dans ce sens aussi. Quel loisir de merde! Non, en même temps, il y en a d'autres qui coûtent très cher, mais nous, ça nous fait des Oui, beaux souvenirs. c'est pas le seul qui coûte cher, mais ouais, ouais, c'est pas le seul qui coûte cher, mais c'est vrai à l'époque, il y avait l'argent sortait. Aujourd'hui, si on faisait le calcul, le montant serait dérisoire par rapport à ce qu'on peut accepter de mettre maintenant dans un costume. Mais c'est vrai que, pour quelqu'un qui avait fait juste des économies sur son job d'été, claquer une partie sur ce truc-là, c'était un peu fou, quoi. C'était un peu fou. Mais Ouais, ça c'est a clair. payé parce que finalement l'expérience qui en a découlé, valait, 1000 fois ce qu'on a dépensé en termes d'argent, c'est Ouais, clair. puis je crois que l'une comme l'autre, on avait un peu nos premiers boulots, entre guillemets, juste après les études, hein, donc c'était vraiment, c'était pas évident. Je crois que toi, tu vivais encore chez ton Ouais, ouais. papa. Non, moi, j'avais Je mon vivais appart, chez mon mais ouais, père, j'avais. je travaillais, un petit job, pendant les vacances, j'étais serveuse, pour avoir de l'argent pour de l'année, enfin, c'est Ouais, galère de jeunesse, quoi. c'est ça, c'est ça. Et du coup, départ pour le Japon, première fois au Japon. T'en gardes Ouais, quel souvenir de tout tout à ça? fait. Je me souviens qu'on s'est dit dans l'avion, quelque chose, de l'ordre de: «Meuf, on a 20 ans, on part au Japon, sans guide, sans traducteur, on YOLO part au bout du total. monde juste toutes les 2 Je crois qu'on faire avait du acheté un guide quand cosplay». même. On avait acheté On un avait bouquin. acheté un guide, mais dans le sens, on n'avait personne pour nous Oui, accompagner. ça c'est Aujourd'hui, clair. c'est plus le cas. Enfin, heureusement, sur place, il y avait des gens qui dans l'organisation du World Cosmos Summit qui parlaient un français correct et nous, on avait un anglais de débutante. Enfin, disons en anglais de Scolaire, personnes qui n'ont pas d'ex scolaire moyen, c'est ça. et je me souviens qu'on s'est dit que c'était fou et que c'était déjà un énorme accomplissement, une énorme réussite en soi qu'à nos âges et avec nos niveaux de vie et cetera, d'être toutes les 2 les fesses assises dans cet avion en train de partir pour le Japon, quoi. C'est clair que jamais, à mon âge, j'aurais pu me payer un tel voyage et je l'aurais même osé le «rêver» entre guillemets, Le quoi. rêver. Mmh. Et là, c'était un truc de fou, tout ce qui nous arrivait, bah, pour la première fois, voilà, découvrir un nouveau continent carrément, un nouveau pays, une nouvelle culture, enfin tout en fait. C'était C'est ouais. l'aventure. C'était l'aventure et Ouais, la ouais, ouais. compétition là-bas, est-ce que tu t'en souviens? Tu as un petit souvenir à nous raconter, quelque chose? Je me souviens de quelques bribes parce qu'encore une fois, c'était il y a longtemps et je m'en souviens surtout quand je regarde, les photos parce qu'à l'époque, on avait pas mal publié sur nos profils personnels des photos souvenirs de ça. Tu avais emmené, l'appareil photo de ton père qui faisait des photos excellentes et donc on avait des photos, de notre voyage et puis je me souviens, des répétitions, je me souviens, de la chaleur, je me souviens de la déception quand on est, passées 1re et alors que notre costume, enfin notre prestation se prêtait plus à quelque chose de nocturne. Je me C'était un tirage au souviens, sort, hein, à l'époque, on avait tiré les papiers au ouais, sort, hein. Je crois que c'était moi. ouais, c'est ça. Je J'ai sais eu pas, la mais on poisse. a tiré le numéro 1 et on s'est dit: «C'est pas possible, C'est le clair. numéro 1». Alors qu'en temps normal, passer premier, je trouve, à titre personnel, sur une compétition, je préfère. Parmi les pays invités d'honneur, donc on Mais avait là, on avait fait 3 jours,
à Tokyo avec 2 équipes, les États-Unis et je ne sais plus. Et on a du coup Et le d'avance Brésil tissé avec des nous. liens. Mm. Voilà, et on Ouais. avait tissé d'avance des liens avec ces équipes-là uniquement, et avant de rejoindre le gros du reste des équipes. Enfin, je me souviens des premières soirées, du karaoké. On découvrait absolument tout. Même si on avait parlé aux représentants précédents, tout était nouveau, tout était une surprise et tout était super. Moi, je garde, je garde la grosse chaleur comme souvenir un peu pénible, Oui, mais ça le c'est. reste, j'en garde un souvenir extrêmement positif. On n'était pas là du tout pour gagner. Je me souviens même qu'à l'époque, on nous avait dit la France vient d'être sacrée en 2007 championne du monde. Vous y allez, vous n'avez aucune chance. Donc on y allait vraiment en se disant, on s'en fout. Nous, YOLO! on y va, YOLO, on n'était pas là pour ça. On Ouais, était là ouais, carrément. pour le trip, pour l'expérience, et c'était, voilà, Ouais. ça, je m'en souviens. Oui, il y a le son qui a un peu sauté, donc je sais pas si le chat a entendu, mais donc la France avait remporté le Grand Prix, hein. La France a gagné pour la seule et enfin pour la non, elle avait gagné avant, mais c'est la dernière fois où la France a gagné en 2007. Du coup, c'était Dame et Isa Isa. qui sont encore des potes, l'air de rien, et ouais qui avaient gagné l'année d'avant avec un truc très humoristique, complètement décalé, qui se voyait peu au Japon, en tout cas pas sur ce registre. Enfin, ils avaient fait un truc assez ouf, et nous on arrivait avec quelque chose, le contre-pied total. On aime bien faire ça, nous, prendre le contre-pied. Et du coup, voilà, contre-pied total, on se retrouvait, ouais, effectivement, comme tu dis, a priori, aucune chance, et de par le style de prestation, et de par le fait que ils vont pas faire gagner 2 années de suite la même équipe. C'est pas, il y a vraiment une question politiquement correcte dans ce concours, et c'est Il y pas, avait. il y avait en Il y tout cas. avait Ouais. parce qu'il faut aussi imaginer un concours à l'époque où il n'y avait pas de préjuging. Les gens qui nous jugeaient nous voyaient de loin. C'était un panel 100% japonais. Enfin, les conditions du concours, on ne pouvait pas s'attendre à un jugement enfin, tel qu'on l'expérience aujourd'hui. Voilà, ça n'avait vraiment rien à voir, vraiment. Ouais, ouais, tout à fait. On nous parle de stress sur place, malgré le fait qu'on était sûr de pas gagner, bien évidemment, parce qu'on est quand même envoyé, enfin moi en tout cas personnellement, hyper stressée, on est quand même envoyé pour représenter toute une communauté d'un pays. Enfin voilà quoi, je sais pas comment toi tu l'as ressenti, Nikita, du coup. En fait, sur l'essentiel l'essentiel du séjour, j'étais pas trop stressée. Je pense que toi non plus. En revanche, pour le jour J Ah ouais. de la compétition, j'étais beaucoup plus stressée. Euh, mais toi aussi, hein, on avait des choses assez inconfortables pour monter sur scène. On savait qu'on allait attendre des heures. On n'avait fait qu'une seule répétition très rapide. J'avais des plateformes de 20 centimètres sur lesquelles je devais marcher avec des ailes qui faisaient 1,50 m d'envergure pour 5 kilos dans le dos. Euh, il y avait beaucoup de contraintes qui faisaient que j'étais particulièrement nerveuse de trébucher, ouais, de pas y arriver. La scène était différente de Japan Expo. Et je me souviens d'ailleurs que moi, je voulais vraiment qu'on soit prête 3, 4, 5 heures avant, et que toi, tu étais là, non, t'inquiète pas, ça va aller, on a même le temps d'aller faire du shopping. J'étais là, non, non, c'est pas là. Ça, c'est ma fausse décontraction apparente qui fait la blague des fois. Mais ah oui, oui, moi je me souviens, j'ai ce souvenir en fait quand je suis en train de te remettre ton rouge à lèvres juste avant qu'on passe sur scène, et j'avais la main qui tremblait, mais tellement, il faisait tellement chaud, je transpirais de Tellement la chaud. tête aux pieds. Il faut savoir qu'à l'époque, on était à l'Oasis 21, pour ceux qui suivent un peu le World Cosplay Summit, c'est plutôt une ça, ce n'est plus du coup une scène normalement pour les prestations cosplay, hein, puisqu'il n'y a pas de Ouais. climatisation, c'est du 100% plein air, sans climatisation. Ouais. Donc on parle de 45 degrés avec 80% d'humidité. Donc c'était à crever d'être en costume là-dedans. À Vraiment, crever. c'était horrible. On C'était vraiment on horrible. avait emmené une boîte. Ah, attends, il va falloir que tu des, répètes à partir de des- boîte. Ça a sauté à partir de ah, boîte. flûte. On avait une boîte de poudre de maquillage dite transparente, mais on était tellement poisseuse que quand on essayait de se retoucher, ça faisait Oui, c'est vrai. des traces blanches. Ah oui, je Bref, me souviens. On se poudrait et plus on se poudrait, plus c'était la merde. plus c'est Ah, j'adore.
Ouais, tu vois, je me souvenais du rouge à lèvres, pas de la poudre, tu vois, mais c'est drôle, hein. Et moi, je me souviens, je mettais de la poudre en train de se tapoter le menton. Donc, faut savoir que maintenant, c'est beaucoup plus confortable, hein. Tout est mieux organisé et surtout, la compétition a lieu dans un lieu climatisé en intérieur. C'est un vrai immense amphithéâtre, c'est assez magnifique maintenant, donc j'ai eu la chance d'y aller en alumni. Donc rassurez-vous, ceux qui veulent participer, les conditions seront bien plus supportables. Vous serez en plus accompagné par un coach, ce qui est quand même très relaxant et ça Plus vous évite d'avoir à confortable. penser qu'est-ce qu'il faut faire, comment, dans quelle langue. Votre coach sera là pour tout vous dire et tout vous expliquer, c'est quand même très cool. Mais bon, on n'est pas là pour parler du WCS. Ouais. Continuons un peu le parcours. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après ce WCS quand on est rentré en France? Quelle a été la suite de ton parcours cosplay à ce moment-là? Je me souviens que quand on est rentré en France, ça a quelque part un peu changé notre statut au sein de la communauté. On n'était plus des anonymes ou des gens que les gens avaient aperçus entre deux conventions. On était les représentants de WCS. Ça nous a propulsés de façon étrange dans la communauté. À l'époque, il y avait de tout, y compris ben, naturellement des envies, des jalousies et au contraire des gens qui d'un seul coup nous admiraient, ce qui était extrêmement nouveau. On avait, enfin, et à l'époque, il n'y avait pas de fanpage, il n'y avait pas d'Instagram, on n'avait pas l'habitude d'avoir. C'était nouveau d'avoir une forme d'admiration d'une communauté euh, pour, euh, voilà, pour notre travail de cosplayer. Et ça, je me souviens que ça a basculé quelque chose. Je ne saurais plus remettre la chronologie, mais je me souviens que que dans cette période-là, on a commencé à nous demander si on allait faire telle ou telle convention. On a participé à quelques concours, pareil, pour de nouveau monter sur scène, se challenger. On a fait des nouveaux costumes. Et on avait une autre ligne de mire, c'était on voulait retourner. Et donc, on s'était mis en ligne de mire le WCS en 2010. Voilà, puisque c'était interdit du coup de participer bien sûr 2 années de suite. Et je crois qu'à l'époque, on avait déjà commencé à être invité à l'étranger. Et ben, c'est ce que je me demande. Je me demande si c'était pas déjà à ce moment-là, parce que j'ai un souvenir, j'ai des premiers souvenirs de conventions oui, à droite, à gauche, mais je ne saurais pas resituer. On m'a posé la question sur Instagram il n'y a pas si longtemps, quelle était la première convention qui t'a invité. Je n'ai pas su vraiment remettre le doigt dessus, mais j'ai souvenir qu'effectivement, dès 2008, dès le WSS, il y a quelque chose qui a basculé dans le fait d'être. En tout cas, on est venu nous chercher pour juger des concours. Ce que j'allais dire. On était On a eu. contactés par des inconnus, que ce soit dans les allées ou que ce soit même du coup sur notre blog ou autre. Moi, c'est pareil, c'est un peu flou en termes de chronologie, mais à l'époque, il faut savoir que c'était pas si courant que ça d'inviter des Pas du tout. cosplayers à droite à gauche. Enfin, c'était pas la norme. Enfin, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une Mhm. forme de norme là-dessus, mais à l'époque, c'était quelque chose de complètement nouveau. Donc nous, on s'attendait à rien. Et en C'est fait, il y a ça, tout qui nous est tombé dessus. Enfin, c'était une chance à l'époque, hein. On a un peu c'est clair. été dans les premières, du coup, à avoir la chance d'en profiter et de voyager de par le monde grâce à ça, en tout cas. Mhm. Ouais, ouais. Et du coup, effectivement, enfin, on s'est remis en tête de répéter l'expérience du World Cosplay Summit parce que, de nouveau, on l'avait fait une première fois, mais on n'avait pas très bien, enfin, on savait pas à quoi s'attendre. On nous avait prévenu qu'on allait certainement pas gagner. Tout nous tombait dessus par surprise. Cette fois-ci, on s'est de nouveau dit, regardez, en se disant cette fois-ci, on arrivera mieux préparé, en plus grande connaissance de cause. Enfin voilà, et on arrivera avec les épaules plus solides pour ça. Et on s'est représenté du coup en 2010. Et par un autre merveilleux miracle, on est repassé et nous sommes repartis au Japon pour de nouveau représenter la France. Ouais, on était très très clamp, vous l'aurez compris, parce que les Très très deux fois clamp. on a présenté du clamp, c'est partie de ce collectif que moi j'adorais, n'ayant pas une grosse culture de japanimation et pas un gros background de lecture de manga, c'est vraiment les autrices moi qui m'ont porté dans mes débuts et qui me portent encore, parce que j'aime toujours énormément ce qu'elles font. Bah, Donc c'était plutôt cool. Il me semble qu'en 2009, on a dû faire nos premiers groupes avec Anchela, si je dis pas de bêtises. c'est possible parce que je me souviens que du coup, entre-temps, on a fait d'autres concours, on a fait d'autres costumes. Enfin, on a
c'est vraiment beaucoup plus ancré dans la communauté et plus dans le loisir et on a refait des choses différentes et oui, je pense que c'est là qu'on a commencé à faire des costumes, et des groupes avec Anchela et d'autres d'ailleurs, mais oui, c'est là que les amitiés ont commencé à se créer et qu'on a vraiment commencé à faire partie, désolée, j'ai tapé le micro, je crois, d'une Ok. communauté. Trop bien. Bah, il y en a qui s'en souviennent, hein, en tout cas, de cette participation sur le chat. C'était quoi, du coup, la différence avec la première participation? Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus ou de moins? Comment c'était cette deuxième fois? Là-bas, j'entends. Là Là-bas, Ouais. il faisait toujours aussi chaud et aussi moite. Je me souviens que, là-bas, j'étais plus, et on était plus toutes les 2, même si on était ravis de l'expérience, on était plus, hem, on espérait plus, par rapport au classement, au prix, ou ne serait-ce qu'au fait de se démarquer. On espérait plus en ça parce que, bah, c'est l'évolution naturelle des choses. La première fois, on l'avait fait, pour l'expérience. Cette fois-ci, on l'a refait notamment pour l'expérience. Bien sûr, on y va toujours pour l'expérience, mais on était dans le challenge de se dire, «Jusqu'où peut-on aller? Est-ce qu'on a, suffisamment, travaillé pour se démarquer?» Et voilà, je me souviens que ça, c'était un peu différent. Tout le reste était tout aussi génial, c'était de mieux en mieux organisé. Il faisait toujours chaud, mais cette fois-ci, on est Ça. passé de nuit. Le costume, pour ma part, était beaucoup plus confortable. Donc non, non, il y avait un ensemble de choses qui étaient, enfin voilà, on était plus expérimentés, on parlait un peu mieux anglais, on connaissait déjà un peu plus le Japon, tout était un peu plus confortable. Mais en termes de concours, on s'était mis la barre un peu plus haute. On n'était plus là juste pour participer, on voulait quand même venir chercher quelque chose pour la France. Même si on savait qu'en arrivant avec du clamp et quelque chose de l'ordre qui n'était pas de l'armure, du méca, de l'action, on avait peu de chance, mais on a fini par se classer. On était les plus hautes classées qui n'étaient pas de l'armure, du combat, du badass, etc. On était les filles, on va dire ça comme ça, les mieux classées, et on était quatrième ex aequo. Ouais, c'est ça. Je préfère Donc troisième ex c'était, aequo, mais oui, mais tu te souviens qu'ils nous avaient oui, quand même dit c'est quatrième parce qu'il y avait le premier était premier. Et en deuxième, il y avait 2 équipes ex aequo à la deuxième place. Et c'est du ça. coup, forcément, comme on avait 3 équipes devant nous, ils considéraient que derrière, c'était des quatrièmes ex aequo. Et on était à ex aequo Je me souviens qu'à l'époque, avec c'était la Corée. hyper dur à comprendre. En plus, il me semble que c'était l'année où ils avaient fait des pôles, tu sais, où on était par groupes, en trois, On séparés en était trois. C'était stressant, ce truc. On était séparés, mais je ne sais pas si tu te souviens, cette année, et c'était la seule année où ils ont fait ça, même si on n'est pas là pour parler du WCS, mais c'est la seule année où ils ont fait ça, où ils ont annoncé, parce que les gens demandaient plus de transparence, ils ont annoncé les résultats de toutes les équipes. Donc, de Ouais, la première à la dernière, il y avait tout le classement, tout le classement. Alors qu'aujourd'hui, il est plus politiquement correct d'annoncer, on va dire, les prix, sponsors, hein, machin, ouais. et le podium, et les autres, ça reste, voilà. On ne saura pas qui est 12e et qui est 25e parce que voilà, ça se fait pas. Mais là, à l'époque, on avait un classement du premier au tout dernier, donc on serrait fort les fesses pour être plutôt bien placé. Et heureusement, on l'était. Ouais, carrément, c'est vrai. Bon, en tout cas, ça n'a pas été notre dernière fois au WCS, enfin la dernière fois sur place, mais on l'a quand même retenté encore des années après. Les nanas s'acharnent, vous remarquerez. Ouais, ouais, on l'a tenté mais on l'a tenté, un peu bêtement. On est allé pas très préparé. Enfin, je me souviens que la logique, on venait de voir, 3 équipes se classer devant nous avec d'énormes mechas, et cetera, et cetera. Et moi, j'adorais Final Fantasy. Final Fantasy XIII avait sorti ses artworks et je me souviens de les avoir montrés dans l'avion du retour. Oui, Ces artworks fantastiques des Shiva. Et je me suis dit: «La prochaine fois, c'est ça qu'on présente, c'est ça que les gens kiffent». Moi, j'adore Final Fantasy, j'adore cette invocation, je trouve ça somptueux, il faut qu'on arrive à faire ça. Sauf que pour le coup, on est arrivé pas du tout assez préparé. On n'était pas du tout prête, on a vu trop gros, on a vu trop on a fait, on s'est rétamé comme, ça ouais, on arrive. s'est et rétamé. on On a appris de notre erreur. On va dire qu'à partir de là, je crois qu'on n'est plus vraiment monté sur scène sans avoir répété.
Je crois que ça nous a bien C'est servi de ça, en leçon quand fait, même. voilà, ça nous a bien servi de leçon sur l'affaire de, c'est pas parce que le costume est fini et que la bande son est envoyée, et cetera, qu'on est prêt à y aller. On avait C'est ça. fini 2 heures avant de partir, le matin. On avait fait quasi, nuit blanche. On n'avait pas répété, avec costume complet. On avait marché 1 ou 2 fois avec enfin, c'était n'importe quoi et c'est là qu'on a vu: «OK, vraiment maintenant pour qu'un concours ça fonctionne, il faut faire les méthodologies précédentes, répéter, 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 être prêt en avance, répéter, répéter, répéter. Ouais, c'est ça. Mais c'est très dur quand on a terminé un costume dans les temps, même si c'est ric-rac, de se dire bah on le portera l'année prochaine. Je me souviens que tu m'avais dit hein, le matin même, tu avais dit on le fait pas, Le Cécile, on le matin. fait pas, on le fait pas. Et moi je me suis dit non mais si c'est l'année prochaine, je vais jeter mon costume et je le reporterai pas. Et non, donc je voulais y aller et j'avoue avoir lourdement insisté là-dessus alors que c'était clairement voué à l'échec, on le savait. N'ayant pas répété avec des Ah bah, choses aussi ouais, impressionnantes, c'était passionnante. sûr que ça allait foirer. À moins qu'il y ait vraiment En fait, personne en face qui fasse un voilà. truc concret, mais En fait, je crois qu'effectivement, entre la peur de la perte de motivation et le fait que on s'est dit peut-être qu'il y a pas, que peut-être qu'il y aura pas mieux, peut-être que voilà, on a fait tout ça. Enfin, et je me souviens que c'était des arguments que tu m'as sortis. S'il y a pas mieux, on passe. Mais il restait l'angoisse à l'époque. La finale était qu'à 3 semaines de la sélection. Bah oui, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, je veux dire, on n'aura pas le temps enfin voilà, de remodeler entièrement le bazar. Et je me souviens qu'on a longuement argumenté, longuement, autant qu'on le pouvait le matin même en train de se préparer entre on y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas. Et je me souviens que même dans le parking de Japan Expo, il me semble que je t'ai dit on n'y va pas. ouais, je sais, toi, tu voulais pas y aller parce que tu savais que c'était voué à l'échec. Et non, mais ça, c'est nos deux personnalités, c'est très drôle. On est très différentes là-dessus, justement. Hein. Moi, j'étais là, bah non, mais c'est bon, on y va, on l'a fait, on va jusqu'au bout. Tant pis si on se foire, mais on aboutit le truc parce que sinon, on aura passé une nuit blanche pour rien. Et moi, je voulais pas parce qu'en plus, on avait Moi, rushé j'étais ces prête à costumes. repartir me coucher. Normal. Non, mais moi, après le rush que j'avais eu, là, j'avais dit non, non, je veux monter sur scène, même si c'était ouais, à l'échec. Mais bon, ça a été quand même très remarqué et c'était cool. Mais ça aurait été bien de faire un truc mieux sur scène, c'est sûr. Peut-être avec une année de Bah, voilà. répétition, on aurait complètement fait autre chose. Mais je me souviens, tout a foiré ce jour-là. Tout, 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 tout tout. a foiré, absolument tout. Tous Comme les à une tricks première qu'on avait, répète, en fait. voilà, comme C'est à une normal. première répète, exactement. Il y avait tout ce qu'on avait pas testé, pas répété, c'est craché complètement. Les trucs, on avait Les des trucs lumières. lumineux Mes premières LED les qui ont LED raté. se sont déconnectés sur nos deux costumes, Ouais. sur nos deux trucs en même temps. Euh, les ballons avec la chaleur se sont dégonflés. Ça, on avait testé un petit peu en avance, mais on n'avait pas prévu la chaleur, les changements de température se sont dégonflés, c'est monté, c'est redescendu. Enfin bon, on n'avait pas suffisamment répété pour s'accorder sur le nombre de pas. Donc, Ouais. on avait toutes les deux un souvenir différent. Il y en a une qui est allée à l'autre bout, l'autre qui est allée doucement. Enfin bref, c'était Répétez les gens, suivez bien ce conseil. voilà, Répétez. exactement. C'est pas arrivé sur scène qu'on se cale, c'est avant, longtemps Ouais, avant, ouais. si possible. Mais bon, enfin, moi je trouve que ça nous a bien servi de leçon et même si c'est très décevant des fois un échec, je trouve que bah, ça permet de taper du pied et de repartir sur de bonnes bases après. Donc faut pas s'arrêter à un échec, faut surtout comprendre pourquoi il y a un échec et Mhm. pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé. Bah, là, on a C'est rushé, on clair. n'a pas eu le temps. Voilà, le rush est souvent Mhm. responsable de l'échec, disons-le, à tous les Ouais, cosplayers qui nous entendent. Mais tout ouais, à c'est vrai fait. que c'est tout un truc, quoi. Et donc après, continuons la chronologie, qu'as-tu fait ensuite? Mais ensuite, c'est là que, il me semble, les réseaux sociaux, ont commencé, que tout le monde dans le cosplay a commencé à trouver un rythme où, on faisait plusieurs costumes par an, on participait à plusieurs concours, on faisait plus de séances photos, on avait des plateformes pour les partager, que ce soit le forum.
ou les réseaux sociaux qui commençaient, la fonctionnalité de page Facebook était ouverte. Petit Donc je me aparté souviens pour le que forum, pour ceux qui ne savent pas sur le chat, oui, à l'époque, on discutait entre passionnés de cosplay sur le Cosplay Forum France. Et du coup, ça permettait de faire des petites annonces de recherche de groupe, ça permettait de poster ses nouvelles photos. Bon, c'est un truc qui ne se fait plus du tout, apparemment. Je me suis fait chambrer sur mon dernier live comme si les forums existaient encore, mais apparemment non. En fait, ça existe, mais plus personne s'en sert, grâce aux réseaux c'est sociaux. ça, Voilà. Mais voilà, à l'époque, pas c'était comme rentable. ça. Et avant ça, on n'en a pas parlé, mais on avait donc ce fameux overblog qu'on avait fait C'est ensemble, vrai. puisqu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait les blogs. À l'époque, c'était les blogs, ce moyen de communiquer. Donc là, gros basculement pour toi, puisque donc, tu démarres sur Facebook. Du coup, le Ouais, premier gros réseau tout à social fait. qui en était un peu à ses balbutiements, où il n'y avait encore pas tant que ça de cosplayers dessus. Mais et toi, pour toi, ça a été un changement radical, du coup, dans Oui, parce ta commu. que oui, ouais, ça a été un changement radical parce que, enfin, il y avait les concours, etc., etc. Mais c'est vrai que c'était une nouvelle façon de partager. On n'était pas, le cosplay et le partage avec le monde extérieur étaient plus limités au fait de croiser les gens dans les allées d'une convention ou le fait qu'ils nous voient sur scène, mais on pouvait le partager avec des gens du monde entier et qui pouvaient nous découvrir sur cette plateforme qui était Facebook et qui fonctionnait à l'époque extrêmement bien. Les algorithmes étaient bons, les pages étaient mises en avant et donc on découvre le fait qu'on a une communauté qui nous suit et des gens qui commencent à s'intéresser à ce qu'on fait nous spécifiquement, voilà. Et en parallèle, les conventions, les concours étaient toujours très importants dans la communauté. C'était toujours très excitant de préparer un groupe avec les copains. J'ai fait, costume sur costume sur costume, shoot sur shoot et c'était des années folles jusqu'à ce qu'arrive, le de nouveaux concours parce que pendant longtemps, il y avait le World Cosplay Summit et il y avait tout reste qui étaient des concours locaux finalement. Ouais. Et puis d'un seul coup est arrivé le CG dans l'équation. J'ai eu l'honneur d'être appelée, par exemple, pour juger la première sélection, la première édition. Donc c'était de nouveau une reconnaissance de la communauté, des organisateurs qui disaient voilà, tu sais faire des choses et on a besoin de ton expertise pour choisir les gagnants de ce nouveau concours. C'était la sélection, pas la finale, mais j'étais déjà très honorée. Et forcément, un concours qui autorise solo, duo ou trio comme option, et pas seulement limité à l'univers du Japon, c'était novateur, c'était très, très attirant C'est clair. pour moi, pour toi, pour Anchela, pour d'autres de nos amis, où c'était d'un seul coup de nouvelles portes qui s'ouvraient. Alors oui, on partait pas au Japon parce que la finale était en France, mais du coup, c'était plus le but. Le but, c'était de faire un super spectacle sur la meilleure scène d'Europe. Exactement. Et ça, c'était un bon challenge. Et tu l'as souligné justement, hein, c'est vrai que au début, le cosplay en France, c'était beaucoup lié à la Japanimation. Et c'est petit à petit qu'on a commencé à dévier et à faire d'autres trucs. Bon, pour nous, ça a été assez rapide parce que je crois qu'on avait direct fait du Star Wars dans les années juste après nos premiers WCS. Mhm. Mais c'était pas pour tout le monde. Et c'est vrai que sur ce concours mondial qui était vraiment limité à des œuvres japonaises et en plus limité dans les éditeurs, avoir ce concours européen qui débarquait, ça permettait d'élargir tellement plus loin, de faire du jeu vidéo et tout. Mais bizarrement, notre première sélection tentée, qu'est-ce qu'on a fait? On a refait du clamp, mais je pense que Les indécrottables. parce que justement, on a eu tellement l'habitude, on était tellement forgés à l'idée de regarder dans ces licences typiques qui étaient présentées en concours, qui étaient valorisées dans les plus gros concours. Le WCS était le plus gros concours. On n'avait pas de comparatif. On savait pas qu'on pouvait gagner des prix avec La Belle et la Bête ou Pirates des Caraïbes. Non, ça se faisait. Enfin, oui, on pouvait en petite convention, mais un gros concours, on visualisait les choses qu'on connaissait et on connaissait le clamp. Et forcément, le résultat a été, et le jury avait raison, c'était bien, mais même si on avait très bien travaillé, on était bien préparé, on était dans nos pantoufles, quoi. On C'est ça. n'apportait vraiment rien de nouveau. Les jurys avaient déjà vu ça de nous, ils avaient vu ça de nous en pareil ou en mieux. On Même ne si les a pas c'était en surpris. trio pour la première fois, ça C'est restait ça, ce avec qu'on avait Anchela. l'habitude de faire.
ça restait convenu, ça ne les a pas surpris, ça ne les a pas impressionnés. Est-ce que l'écueil, c'est parce c'est parce que le jury nous connaissait et peut-être qu'un jury qui nous connaissait pas aurait apprécié différemment, mais le fait est que ça nous a foutu Un coup de effectivement pied aux un coup de fesses. fouet, en nous disant, «Arrêtez de vous asseoir sur vos acquis, il faut aller chercher des choses plus audacieuses». Exactement. Voilà. Et est-ce que c'est Eh ce qui bien, s'est voilà. passé alors? Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On en est revenu tout de suite à la conclusion de: «Il faut changer complètement notre façon de faire» et on a commencé à préparer la sélection suivante et je me souviens que, pendant longtemps, heu, notre, notre projet de sélection était le projet qu'on a finalement fait à la finale. En fait, on avait commencé à poser les idées et plus les idées arrivaient et plus on remarquait les détails sur les costumes, plus on s'est dit: «Oui, mais pour ça, on a besoin de répétition, pour ça, on a besoin de savoir que si, pour ça, on a besoin de tant de temps» et on a finalement c'était à quoi? 2 Peut-être mois et 2 demi mois et demi, ouais, ouais. de la sélection. On avait commencé à tout enfin voilà, on était avancé sur l'idée de la prestation des vampires de Van Helsing et des costumes. On avait des éléments et cetera et on a fait machine arrière, on a renversé la vapeur, on s'est dit: «Non, on doit faire quelque chose de complètement différent, dont on n'a pas besoin de répétition avec les techniciens, j'entends. Parce que des répétitions, on en a toujours besoin entre nous, mais là, Bien ce qu'on sûr. avait besoin pour les vampires, c'était des répétitions avec les techniciens». Là, on avait une idée l'idée du miroir Santin déjà, qui dépendait fortement de la luminosité présentée sur scène. Enfin, on avait des idées de lumière noire et tout. Ça dépendait d'un éclairage, qu'on maîtrisait et or en sélection, on est balancé sur scène, on n'a pas suffisamment d'options. Donc on a fait 180°, on a commencé à 2 mois et demi un projet qui était, des personnages du jeu vidéo Injustice basé sur l'univers de DC Comics et on est complètement sorti de nouveau, enfin de notre zone de confort, pour de bon en proposant, heu, du combat en termes de, enfin voilà, de prestations, c'était du combat. Il y avait quand même des effets, il y avait quand même une musique qui correspondait à notre univers et il y avait une interaction avec le public. Tout ça a fait que mis bout à bout, on était la prestation la plus audacieuse et les costumes étaient, globalement réussis. Donc on a été sélectionnés avec ça. Voilà, donc pour répondre à Koneko, c'était ça notre deuxième passage ECG. Du coup, on en a fait un en Crossolic, qui était notre Ouais. première sélection du coup pour la saison 4 où on était dauphine. Oui, on Mmh. était dauphine à l'époque. Et On donc, était dauphine, ouais. c'est à notre deuxième essai qu'on est passé du coup pour la saison 5. C'est ça Saison 5 et du coup, qui se solde par, je te laisse l'annoncer, genre personne n'est au du courant. coup, cette fois-ci, on ressort le projet des vampires de Van Helsing. On fait quelque chose de très ambitieux en termes de mise en scène. Euh, les costumes étaient plus sophistiqués qu'ils en avaient l'air, avec énormément de travail, de perles, d'appliqués, de broderies, de teintures, etc. Et des prothèses également. Et du coup, on remporte la finale. On est officiellement toutes les trois avec Anchela, championne d'Europe en 2015 de cosplay. Donc, de nouveau, une immense fierté d'avoir relevé ce défi. Bah ouais, quand même, hein. Quand Quand même, même. c'est quand même une belle victoire là. À l'époque, je me souviens, c'était un truc de fou. Et ça n'avait pas été Ouais, sans ouais, mal, croyez-le. ouais. On avait bien souffert. C'était ouais, 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 de toute façon, les gros concours se font même pour les gens les plus organisés, les gros concours avec un gros challenge technique comme ça se fait quand même pas mal dans les larmes, dans le stress, enfin voilà, nous on raconte ça, de façon effleurée, voilà, c'était génial parce que, on a été fiers, on a vécu ci, on a vécu ça. Il faut savoir que derrière, il y a, beaucoup de déceptions. Je me souviens, Anne-Sheila, plantée au milieu de mon salon, désespérée parce qu'il y a un truc qui n'allait pas bien sur le centre de son costume. Je me souviens, moi, jusqu'à 2 heures du matin, en train de coller des petits bouts de flex dorés, sur mes manches. Enfin, c'est voilà, c'est il y a les larmes, la sueur, le sang. Tout à fait. Il y a Pichou qui dit: vous avez une ambition incroyable. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'elle dit du coup?
Oui, oui, moi j'ai jamais caché que qu'il y avait une ambition, mais c'est souvent ce que j'essaie de nuancer. L'ambition, ça veut pas dire écraser les autres. L'ambition, c'est mon ambition, c'est me dépasser moi-même, relever, et je pense que c'est pareil pour toi, relever des défis, me prouver des choses. Voilà, c'est avant tout se avoir un rêve et essayer d'aller jusqu'au bout. Ça et bon, en France, ça a beaucoup été, les concours, mais ce n'est pas que ça et aujourd'hui enfin et si on parle du reste de bah, à cette époque-là, c'était beaucoup ça, mais si on parle du reste de nos carrières, ce n'est enfin, avoir de l'ambition, vouloir réaliser ses rêves, ça va beaucoup plus loin que la compétition, avec les autres. C'est vraiment une histoire de compétition avec soi-même. Ouais, c'est assez juste ce que tu dis, j'aime bien. J'aime bien cette idée, ouais, qu'à chaque fois, on se dépasse un peu plus sur chacun des projets, sur chacun des costumes, et que ça se solde finalement par une victoire ou pour un échec, c'est pas ce qui compte. L'important, c'est qu'on soit arrivé à toucher de près ou de loin ce qu'on cherchait à atteindre. Mmh. C'est ça. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après cette finale ECG pour toi, Nikita? Bah, de nouveau, hein, c'était 2015, c'était les booms de Facebook, les réseaux sociaux, les invitations, cosplay commençaient à voilà, à tomber à droite à gauche. C'était très excitant de se retrouver, heu, dans cet engrenage hyper positif, de se dire, «Non seulement je me suis prouvé quelque chose d'important, mais en plus les gens, le reconnaissent. J'ai des gens qui viennent me parler de ce qu'on a fait, qui, viennent nous dire qu'ils ont eu des émotions, en nous regardant». Ça, c'est quand même quelque chose de fort et je suis contactée, était-ce dans la foulée, ou en tout cas moins d'une année après, par, un éditeur, qui est Mango, une branche de Fleurus, pour écrire un livre sur le cosplay. Et donc là, «Waouh, vous êtes sûr que je suis capable de faire ça?» Et puis s'ensuivent, des rendez-vous. J'avais écrit des articles, pour le blog qu'on avait, pour Cosplay, tous les forums qu'on avait à l'époque, des articles qu'on pouvait poster sur Facebook et je me voyais quand même pas comme auteur, mais après tout, pourquoi pas? J'avais une communauté qui était derrière Nouveau moi. défi. Nouveau défi, quelque chose de complètement nouveau et qui, pour le coup, voilà, il y a tout pendant longtemps, encore une fois, le cosplay, c'était, la les conventions, les allées des conventions, la scène, les concours et les réseaux sociaux qui commençaient à vraiment se construire et là, ça allait dépasser encore ça avec, heu, un livre qui allait se retrouver, à la Fnac, à Cultura, enfin, que les gens lambda pourraient ouvrir et apprendre, des choses sur le cosplay et c'était une opportunité assez fabuleuse. Donc là, par contre, les délais étaient extrêmement serrés. Je me souviens qu'on m'a contactée, début août. J'étais en vacances, j'ai fait quelques rendez-vous. J'ai fait un dernier rendez-vous en septembre où j'ai signé le contrat et on m'a demandé mon manuscrit mi-octobre. Donc Ah, ça a été, vache. Ouais, c'était le rush, clairement. c'était un rush, je travaillais en plein temps à côté donc heureusement, j'étais déjà en télétravail mais je me levais à 7h30, j'écrivais pendant 1 heure et demie, je faisais ma journée de travail, c'est dès que j'avais plus rien à faire pour le boulot, je switchais complètement et jusqu'à 23h, j'écrivais, je faisais mes patrons, je faisais les costumes, je préparais les séances photos, j'envoyais les autorisations aux photographes, aux trucs, enfin voilà, c'était assez fou, mais au moment de la sortie du livre, j'ai eu l'impression que ça a été extrêmement bien reçu, que, que j'avais quand même accompli quelque chose, pas de nouveau, pas seulement pour moi, mais que que les autres cosplayers allaient apprendre quelque chose, ou je l'espérais en tout cas, et que mon univers allait faire son entrée dans la bibliothèque de certaines personnes, de certains adolescents peut-être, enfin voilà et ça c'était vraiment super. C'est génial ça. Ça marque un tournant quand même hein, pour toi, non? Est-ce qu'à partir de ce moment-là, tu as commencé à te dire est-ce que j'en ferais pas ma vie, mon métier? C'est effectivement là où même s'il y avait les invitations avant,
Et il y avait déjà les ébauches de ce qu'étaient les prints, etc. Enfin voilà, on gagnait un petit peu d'argent avec des animations, des contrats d'égérie, mais c'est vrai que se dire, OK, là, il y a un truc qui est très, très sérieux, être diffusé à la Fnac ou à Cultura, c'est être diffusé au grand public. Il y a une portée de tout ça et peut-être, il y a une façon de le professionnaliser davantage. Mais je me suis jamais dit que ça allait devenir complètement mon métier parce que j'ai toujours su que c'était illusoire, que je n'atteindrais jamais avec le cosplay un revenu qui était équivalent à ce que j'avais avec mon travail, même si mon revenu n'est pas incroyable, mais j'ai un revenu moyen, décent, et que j'allais jamais rattraper ça avec le cosplay, mais qu'en tout cas, il y avait une portion de ma vie qui pouvait être le cosplay fait de façon professionnelle. En tout cas, ça te permettait de l'autofinancer déjà à l'époque ou pas? Ton loisir. Euh, Disons que oui, c'est le moment où j'ai commencé à avoir un budget pour le cosplay qui était, voilà, ce qui rentrait était à peu près équivalent à ce qui sortait. Alors forcément, j'étais tentée de me dire, oui, mais du coup, si je gratte un peu sur mon salaire, là, j'ai encore 50, 100 euros de plus que je peux pour acheter tel autre truc. Enfin voilà, on est toujours tenté d'acheter plus de matériel, enfin de faire toujours plus de projets, toujours plus de. Mais c'était tout à fait possible. C'était le cas de quasiment autofinancer mon loisir. D'accord. Et donc, après ce livre, il me semble que tu as fait des concours aussi avec Anchela en duo et que vous avez remporté quelques victoires. Oui, c'est ça. Du coup, j'ai sorti le livre et puis de nouveau, les concours se sont diversifiés. Enfin voilà, il y a des choses qui sont devenues de nouveau attrayantes pour moi et puis pour Anchela aussi. Et il y avait ce concours du C4 qui ne se faisait pour le coup que en duo, qui était un concours international où la base était euh, une notation à 60% sur la presta et 40% sur le costume, qui est toujours complètement inédit. Alors maintenant, je crois que le concours n'existe plus, mais en tout cas, c'était OK, là, c'est vraiment, même si le costume compte, il y a une part réelle faite à la prestation et on a peut-être quelque chose à faire avec ça. On n'avait jamais osé présenter du Disney en gros concours et on s'était dit que pour le coup, c'est quelque chose qui nous inspirait fort en prestation, mais qui risquait d'être regardé un peu vu de haut en termes de costumes. Mais on s'est dit que c'était l'occasion. Finalement, on a quand même choisi des costumes extrêmement sophistiqués puisqu'on a fait Anchela a pris la méchante reine inspirée d'une poupée et moi, Blanche-Neige, inspirée d'une illustration officielle. Les deux étaient extrêmement sophistiqués, mais enfin voilà, on a mis nos grosses cartes, on va dire, sur la prestation. On a été sélectionné à Mangazur et puis on est parti en finale de nouveau représenter la France aux Pays-Bas et on a gagné ce concours enfin voilà avec Blanche-Neige. C'est pareil, ça nous semblait complètement invraisemblable, mais voilà, c'était un nouveau défi de relever pour nous. Tu dis que tu n'avais pas fait de Disney avant le concours, mais le NSCC, c'était Frozen, non? C'est vrai que le LSTC, c'était Frozen, mais c'était pas un concours, c'était un concours international, mais c'était pas vu comme un truc, comme quelque chose de récurrent, avec Mm. des équipes qui étaient sélectionnées. C'était un concours qui se passait à Londres et qui était ouvert à l'international, mais faut être honnête, il n'y a pas tellement d'étrangers qui s'y présentaient parce que le voyage pour venir n'était pas payé. Il n'y avait pas des sélections pour le LSTC dans chaque pays pour venir à la finale à Londres. C'était un truc où on se déplaçait à Londres, on tentait notre chance et avec un peu de chance, on, on gagnait. Et on a eu la chance avec Anchela de gagner ce concours-là à Londres. On y allait pour le concours, on y allait pour rencontrer Yaya Han, qui venait en Europe très rarement et on l'adorait et on voulait la rencontrer. On l'a rencontrée, on l'a impressionnée. C'était plus que ce qu'il nous en fallait. On allait la retrouver à Atlanta parce que ça faisait partie du lot on avait gagné. Enfin, pour le coup, c'était vraiment une expérience géniale. Mais c'était un concours qui n'était pas ancré dans l'idée d'un concours international avec présélection, etc., etc. C'était un concours plus
plus confidentiel parce qu'il était vraiment sur Londres. Du coup, vous êtes parti à Atlanta grâce à cette victoire. Est-ce que tu Mm. dirais que le cosplay aux États-Unis, c'est différent de ce qu'on a pu vivre, que ce soit en France ou au Japon? Oui, complètement. Je pense que c'est difficile d'imaginer la différence, mais le cosplay aux États-Unis, c'est c'est- c'est massif. Je veux dire, on est allé à DragonCon. Je crois que on n'a pas croisé une personne qui n'avait pas un genre de truc, soit sur la tête, soit sur le visage, soit sur le dos. Tout le monde joue le jeu d'un costume. Il y a beaucoup de trucs fun dans les allées. Je ne sais pas de combien de catégories de concours. Nous, on s'est inscrit dans le seul qui était orienté prestation pour l'expérience, quoi. Ça s'appelait la mascarade, masquerade, et qui faisait du groupe et du coup de la prestation. Mais 90% enfin, il y a énormément de concours qui sont solo, craftsmanship uniquement. Les gens arrivent avec des trucs monstrueux, ils passent sur scène en un aller-retour. Enfin, c'est quelque chose de complètement différent. Et puis, pour le coup, voir, on est allé voir Yaya Han. On était un peu timide, on est allé sur son stand, on a fait la queue, on s'est rendu, enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on connaissait pas, qu'on connaît peu en Europe. Faire la queue vraiment longtemps pour voir un cosplayer, c'est quelque chose. Enfin voilà, on était déjà à un niveau de professionnalisme et de reconnaissance d'un grand public qui surpassait largement celui qu'on avait en Europe. Bon, heureusement, à la moitié de la file, Yaya nous a spoté dans la queue, est venu nous chercher par la peau des fesses pour nous dire qu'on ne devait pas faire la queue. Mais, mais, euh, mais ouais, c'était un autre univers. Et de nouveau, ça a ouvert des écoutilles chez moi en me disant, ah là, ok, ça peut se passer comme ça, quoi. Ça peut vraiment être ça. Ah ouais, c'est fou, hein, qu'ils aient pas cette culture de la prestation, ça paraît complètement dingue. De faire du cosplay sans faire de Totalement. prestation, Mais est-ce pour que le pour coup, toi c'est quelque chose d'intéressant ou pas? non, moi non, je me verrais pas du tout euh, monter, enfin voilà, passer sur un concours avec uniquement le costume. Déjà parce que j'ai la modestie de reconnaître que même si je suis une bonne couturière, une bonne crafteuse, maquilleuse, tout ce que tu veux, euh, il y a des gens. Alors, c'est en train de laguer Seulement au il y a qui serait des basé gens. uniquement. Est-ce que tu peux reprendre à il y a des gens? J'ai l'impression que ça a complètement sauté. Ah oui, donc, ok, j'essaie de retrouver mon discours. Il y a beaucoup de gens beaucoup plus talentueux que moi si on se réfère au costume uniquement. Enfin, c'est pas de la fausse modestie. Il y a plein de choses que je sais faire. Je fais les choses propres. Enfin voilà. Mais il y a des gens qui me surpassent largement dans énormément de domaines. Et si on se réfère au costume uniquement, euh, c'est clair que j'ai beaucoup moins j'ai beaucoup moins mes chances et ça m'intéresse aussi beaucoup moins. Moi, j'aime la scène, j'aime jouer la comédie. Je pense que toi aussi. Euh, J'aime le frisson d'une mise en scène. J'aime créer une émotion chez les gens. Alors, on peut créer une émotion avec le costume, hein, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'on crée aussi on crée d'autant plus une émotion avec un personnage et une histoire, et c'est ça qui m'intéresse, en plus de la modestie de reconnaître que si je présentais des concours orientés costume uniquement, euh, il y a fort à parier qu'on me dépasserait bien souvent. Moi, je te rejoins, hein. Moi, je préfère la scène et je trouve que ça fait intégralement partie du cosplay. En tout cas, de moi, ce qui m'attire dedans, je le vois, puisque là, bah, ça fait un petit moment qu'on n'a pas de convention et donc pas de scène. Et c'est hyper frustrant et difficile de retrouver la motivation de créer des choses. T'as réussi, toi, à te motiver pendant cette période sans scène? C'était très dur. Enfin, euh, mais au point de littéralement, je me souviens, et c'était pas que la scène, c'était ce confinement, ça a été c'est comme si j'étais lancée sur l'autoroute. Je visitais plein de pays, j'avais plein de conventions, je rencontrais plein de gens, des tonnes de gens venaient.
me voir, me parler. J'avais des discussions intéressantes, je rencontrais des tas de cosplayers. Euh, je montais, enfin, je montais sur scène de temps en temps, j'étais jury, je voyais des prestations et d'un seul coup, c'est comme si j'avais pris le frein à main et fait voilà. Ouais. Tout s'est arrêté d'un coup. Il y avait plus de conventions, il y avait plus de rencontres, il y avait plus de scènes, il y avait plus, on pouvait plus voir nos amis sous aucun prétexte. Il y avait plus de séances photo et j'ai dit mais qu'est-ce que j'ai dit à mon mari qu'est-ce que je vais faire et je me souviens avoir même dit à Anne Sheila quelque chose d'une réalisation complètement honnête sur moi-même. Je sais pas comment mon ego va survivre si j'ai pas cette réassurance régulière de gens qui viennent me dire mais je t'adore et etc etc. Comment j'arriverai à continuer à croire que je fais que je fais des choses bien si personne me le dit si personne ne me le dit en face parce que derrière tout ça comme beaucoup de gens, et se cache un énorme manque de confiance en soi. Donc, j'ai dit à Sheila, je sais pas comment mon ego va pas s'effriter si si j'ai pas cette interaction avec les gens qui me disent que je leur apporte quelque chose, que je les fais rêver, que je leur ai appris des choses. Enfin voilà, ça a été un, un gros choc, quoi. Euh, il a fallu trouver à ce moment-là des ressources autres, se créer d'autres défis, faire des costumes avec uniquement ce que j'avais à la maison, faire des vidéos TikTok, la nouvelle plateforme qui est arrivée et qui offrait des possibilités complètement différentes pour des gens comme moi qui n'avaient aucun skill en montage vidéo. Voilà, ça permettait d'avoir de nouvelles interactions, de développer une nouvelle plateforme et une nouvelle forme d'interaction. Et ça a un peu sauvé le truc, quoi. Ouais, pas évident du coup, tu dirais que, le cosplay est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es rendu compte que peut-être il avait une trop grosse part dans ta vie? C'est compliqué comme question. Non, oui, c'est vrai, parce que déjà, je me souviens que quand ce confinement est arrivé, j'avais déjà conscience que ça avait une grosse place dans ma vie. Mais du coup, j'avais déjà commencé à rétro-pédaler sur quelques éléments, notamment, alors, et pour être totalement transparente, pendant longtemps, au moment de la promotion du premier livre, etc., je suis venue dans des tonnes de conventions à raison de 3 conventions par mois à base de défraiement uniquement juste pour aller au devant des gens, enfin voilà, les rencontrer, voir du cosplay, faire du cosplay au quotidien, etc. Mais à tel point que je voyais peu mon mari, j'avais peu de temps libre, c'était compliqué de caler quoi que ce soit d'autre. Ma famille me demandait quand est-ce que tu es libre, etc., etc. Donc j'avais déjà, avant ce confinement, euh, j'avais à chaque fois, j'augmentais les conditions pour les conventions dans lesquelles on pouvait m'accueillir, en espérant que ça ferait réduire la cadence et que à chaque fois que je me déplacerais en convention, je pourrais dire oui, mais c'est parce que c'est une partie de mon salaire, c'est une partie de ma vie professionnelle, et je pouvais le justifier en me disant oui, maintenant je vais, enfin voilà, maintenant je vais à cette convention-là parce que parce que ça va financer tel et tel costume ou enfin voilà, tel ou tel projet. Et, euh, et du coup, voilà, j'avais déjà commencé à mettre en route un système plus sain où j'augmentais mes conditions pour partir moins souvent et rester plus souvent à la maison. Donc, à l'époque où le confinement est tombé, j'étais déjà, je disais que j'étais lancée sur l'autoroute, j'avais déjà commencé à dire, OK, passe la quatrième parce que voilà, le but, c'est pas d'arriver le plus vite possible à la destination en roulant à 180. Le mieux, c'est d'y aller tranquillement et sûrement et pas de se tuer au passage, quoi. Et du coup, l'idée du deuxième livre est arrivée à quel moment? Du coup, l'idée de deuxième livre, c'est arrivé en fait à la fin du projet du premier livre. On a eu une année ou un peu moins avec l'éditeur de recul sur les ventes du livre. Donc, j'ai eu un rendez-vous avec l'éditeur et, euh, et ils m'ont demandé si j'étais pas partante pour un deuxième. Alors, j'ai dit bien sûr, évidemment, j'ai des tas d'idées, mais enfin voilà. Et donc, je leur ai proposé des concepts
J'aurais dit par contre, parce que voilà, de nouveau, transparence totale, j'ai été payée pour le premier une misère. Voilà, c'était de l'ordre de 3% par livre avec une toute petite avance là-dessus qui représentait même pas un mois de salaire. Mmh. Donc, j'étais payée une misère et maintenant je me disais: «OK, maintenant ils ont vu que je sais écrire, que ça plaît et cetera. Donc je vais poser des conditions d'un auteur lambda, je vais demander un pourcentage, supérieur, enfin voilà, un livre plus beau, plus machin». Hem et évidemment, ils ont pédalé quand, j'ai demandé des meilleures conditions, financières. Heu je leur avais déjà soumis le concept d'un livre autour des princesses et moi, du coup, j'étais fixée sur cette idée. Quand ils m'ont refusé, je me suis dit que, si Camouille, le faisait, je pouvais le faire aussi. L'auto-édition, c'était possible. Je pouvais, si je faisais assez d'économies, si je travaillais assez dur, si je gardais une partie de l'argent qui rentrait grâce au cosplay, je pourrais financer ce projet-là et sortir mon bouquin, en auto-édition. Surtout que Donc finalement, voilà. le premier, tu l'avais fait en très peu de temps et tu l'avais fait quand même globalement toute seule. Eux, ils s'étaient juste chargés de le produire finalement. Oui, il avait seulement produit, mais il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Il y avait quelqu'un qui faisait la mise en page, ils avaient payé la modéliste, payé le photographe. Donc je comprends je comprends la logique de dire que je n'ai rien investi dans le premier. J'ai investi du temps, mais c'était pas mon argent Mmh. c'était eux qui prenaient tous les risques. Donc Ouais, ça, ça j'étais en a prête à pris beaucoup. l'accepter Ouais. que pour le premier, même si j'étais celle qui travaillait le plus, qu'à partir du moment où c'est pas moi qui prenais les risques financiers, que bah, j'avais une part beaucoup moins importante. Même si j'avais fait 90% du travail, ils avaient quand même fait une partie du job et la partie la plus difficile, c'était celle d'injecter le job d'injecter de l'argent. Là, je l'ai fait, voilà, je l'ai fait vraiment toute seule et j'ai pris le risque financier qui allait avec, quoi. Ah, j'ai l'impression que ma caméra ne marche plus, mais le son marche encore. Donc ne faites pas Ah, attention si vous ne le voyez pas. Je pense que mon téléphone vient juste de s'éteindre. C'est pas grave, je vais trouver un moyen de vous rejoindre avec une webcam. On continue l'interview, bien sûr. Dis-moi du coup, donc ce premier livre, finalement, c'était un peu ton... C'était une forme de crash test que évidemment tu as fait de façon très professionnelle, mais ça t'a aussi permis de te dire que tu en étais capable et ça t'a un peu ça t'a tracé le chemin pour le deuxième. Donc ça tombait bien tout ça, non? Est-ce que tu aurais pensé à écrire un livre sans qu'on te contacte à l'époque? non, 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 j'y aurais jamais pensé. Même si Camouille faisait déjà des choses, ça me serait pas venu à l'idée, spontanément de me dire que j'étais capable d'écrire un livre. Le premier m'a validé le fait que je savais écrire et faire du contenu et apporter des tutos qui intéressaient les gens. Pour le deuxième, il s'agissait juste de se dire: «Je vais aller encore plus loin, je vais, apprendre à mettre en page, avec les maladresses qui sont du coup là quand même dans ce livre-là», mais en tout cas de faire de il restait plus grand chose comme pas à faire pour l'autonomie totale, quoi. Ça m'avait donné l'assurance de me dire: «OK, heu, à peu de choses près, je suis capable enfin, à quelques skills près, je suis tout à fait capable de le faire toute seule». Ouais, non, mais c'est génial ça. Alors, je suis désolée, je suis en train de réorganiser les fenêtres, mais j'arrive. Non, mais c'est super. Enfin, tu as quand même eu une chance incroyable, je trouve. Et surtout, tu as eu la bonne idée finalement. Ça t'est venu d'où cette envie de faire de la princesse? Est-ce que tu étais déjà obsédée par les princesses avant? Ou est-ce que tu t'es dit que beaucoup de gens en avaient besoin? En fait, moi, j'ai toujours été obsédée, par les princesses, même s'il fut un temps où j'étais très manga, jeux vidéo et cetera, très rapidement dans ma vie de cosplayeuse, j'ai fait des robes de princesse plus ou moins réussies d'ailleurs. Mais très rapidement, j'en faisais au moins une par an pendant plusieurs années et puis c'est devenu quelque chose où
où j'y prenais vraiment plaisir. J'étais dans ma zone de confort, mais en même temps, c'était un challenge à chaque fois de me dire comment renouveler, comment réimaginer. Ce sont des personnages qui parlent à tout le monde, que tout le monde connaît, que tout le monde a envie de voir, comment les réinterpréter, etc., etc. Et cetera. Et c'est devenu à un moment une évidence de me dire, OK, c'est peut-être ça que je maîtrise le mieux euh, pour l'enseigner à d'autres personnes. Et, euh, et c'est aussi là-dessus que je reçois quotidiennement plusieurs messages me demandant quel est le patron que tu utilises, comment tu as fait ça, comment tu as Ah fait ouais, ci. quand C'était même. vraiment le sujet, la thématique sur laquelle j'avais le plus de questions techniques parce que j'ai utilisé ça comme argument quand j'en ai parlé à des boutiques cosplay, voilà. Il n'y a pas où il y a peu de chances qu'une cosplayeuse ou un cosplayer d'ailleurs qui fait des personnages féminins dans sa carrière cosplay ne fasse jamais une robe de princesse dans toute sa carrière cosplay. Même les gens qui font de l'armure, un jour, ils vont faire une meringue, enfin voilà, ou en tout cas un bustier jupe. Tout le monde va, tous les cosplayers qui font des personnages féminins vont à un moment passer par le stade bustier jupe. Voilà, ça, c'est quelque chose d'assez inévitable. Et du coup, en plus, je me suis prouvé avec ces patrons et ces techniques-là qu'on pouvait les utiliser sur plein de choses. Je l'ai utilisé sur le Joker, enfin, c'est vraiment, j'ai utilisé sur du One Piece. Je l'ai utilisé ces mêmes bases pour beaucoup de choses. À partir du moment où il y a une base de bustier et un modèle de jupe, à partir du moment où il y a une manche ballon, même si elle descend d'une armure, c'est quelque chose ce sont des méthodes et des patrons qu'on peut utiliser. Donc, c'était une évidence de me dire, OK, c'est vraiment un incontournable. Tout le monde, dans sa carrière cosplay, ne fera pas une jambière ou une genouillère, mais par contre, tout le monde, tous les gens qui font des personnages féminins passeront un jour par un bustier, une jupe. Est-ce que du coup, tu prévois, je sais pas, par exemple, une version masculine pour un troisième Euh, livre ou... C'est une question qu'on me pose parce que là, pour le coup, c'est vrai que les princesses, non pas qu'elles soient réservées aux femmes parce qu'il y a des cosplayers qui en font, mais ce sont des personnages typés, enfin des personnages genrés féminins. Donc, on m'a demandé à quand les garçons. J'avais fait un modèle mixte dans le premier livre, tu sais bien. Et puis, mais c'est pas ma zone de confort. Donc, il y a des idées pour les hommes, mais c'est à moi de travailler pour être suffisamment à l'aise et pas proposer quelque chose de bancal. Euh, voilà, de me créer une expérience autour d'un domaine en particulier où je pourrais proposer quelque chose de vraiment pertinent pour les hommes plutôt que de faire pour faire. Voilà, je veux pas faire pour faire, je veux proposer quelque chose euh, voilà, qui est pertinent, qui apporte vraiment quelque chose. Et voilà, si j'ai pas le skill, je le ferai pas. En tout cas, ça laisse espérer donc un futur livre. Je crois que j'en ai déjà parlé dans d'autres lives, mais oui, tout du moins, déjà pour sûr, des annexes à Self-Made Princess, des compléments avec des parties supplémentaires, des astuces ou des dérivés supplémentaires du même patron, voilà, des techniques en plus, des tutos en plus, qui seraient peut-être sous forme de petits fascicules ou de PDF à télécharger. En tout cas, d'agrémenter toujours ce matériel-là en se disant, OK, maintenant que vous avez cette base, il suffit de faire ça et ça et ça pour le décliner de telle façon. Et ça, c'est sûr que sans être un énorme livre de base, euh, les petits compléments vont arriver. Et puis, il y a d'autres idées, d'autres concepts pour des plus gros volumes. Maintenant, j'ai mis 1 an et demi à produire cette princesse. Donc, voilà, j'ai un petit garçon maintenant. Voilà, il va falloir que les choses se fassent tranquillement. Voilà. Je peux C'est pas bien, promettre de date. après cette carrière à 100 à l'heure, être un petit peu tranquille et y aller plus doucement, ça peut peut-être être pas mal. Du coup, Ouais. donc on peut espérer un troisième livre. Bah ça déjà, c'est une super nouvelle. Est-ce que du coup, tu le referas en format imprimé ou est-ce que tu envisages de te tourner vers les formats numériques? Comme je disais, je pense que pour les compléments,
le format numérique sera disponible. Je pense peut-être proposer du format imprimé, mais à la précommande ou ce genre de choses, parce que là, aujourd'hui, le risque financier à produire 1000 livres imprimés, c'est une énorme charge financière. Les gens, j'imagine, ne savent pas combien c'est impressionnant d'appuyer sur OK sur un virement qui va, voilà, pour commander des tirages qu'on ne sait pas si ça va fonctionner, etc. Donc, donc peut-être des versions imprimées, mais sous forme de précommande, et le format numérique. Oui, oui, pour les compléments au moins. Et puis, je pense que quand la version imprimée de Self-Made Princess sera épuisée, peut-être à long terme de le proposer en version numérique, au lieu de le tirer à nouveau, quoi. D'accord, d'accord. En tout cas, tu as plein de réactions super positives par rapport à ton second livre sur le chat. Là, tu as beaucoup de personnes qui réagissent, Ah ouais. qui s'en servent ou qui comptent s'en servir dans des prochains projets. Tu as même déjà des gens qui sont intéressés par les, par les versions à télécharger plus tard avec les compléments. Donc, je pense que Ouais, c'est une très bonne idée qui devrait bien ouais. marcher. Et Le donc, quels DLC sont... des patrons de couture, c'est ça. c'est ça. Lis les commentaires. Tout à fait. Et du coup, quels sont tes projets cosplay là pour les mois ou années à venir, si tu en as? Bah, du coup, les projets, là maintenant, j'ai un tout petit bébé, donc c'est difficile de mettre des deadlines, forcément, de se mettre euh, des objectifs très très concrets, mais j'ai des projets de complément de mon livre, et j'ai toujours ce projet sous-jacent euh, je lis les commentaires en même temps, je suis désolée. J'ai toujours ce projet sous-jacent. Je pense qu'on est dans la même idée que euh, remonter sur scène, ce serait fantastique, et que ce soit sous la forme de show cosplay complètement hors compétition, avec une troupe de cosplayers qui sont là pour faire le spectacle, ou bien je l'avais déjà évoqué dans un autre live, donc c'est pas forcément un secret, de se remettre un challenge comme la participation au World Cosplay Summit. Carrément, carrément. D'ailleurs, on n'en a pas trop parlé des shows cosplay. Ouais, c'est Pourtant, vrai. tu en as fait quelques-uns, il me semble. Est-ce que tu veux nous parler de Ouais, cette expérience? ouais, j'en ai fait quelques-uns, mais je me souviens parfaitement que toi, moi et Anchela, on a été parmi les premières à parler aux organisateurs de conf de la possibilité de passer hors concours. On avait la sensation d'avoir fait le tour en termes de concours, que quand les gens nous arrivaient, à la différence des États-Unis, on n'est pas classé par niveau ou par expérience quand on se présente à un concours. On arrive, enfin voilà, on a énormément d'expérience, on a gagné plusieurs concours, on est face parfois à des gens dont c'est le deuxième passage sur scène, on intimide les gens. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on vient chercher parfois sur un contexte comme le World Cosplay Summit? Oui, on vient chercher le gros challenge, etc., etc. Mais pour un concours normal, s'inscrire face à des gens qu'on intimide finalement juste parce qu'on a envie de passer sur scène, c'est embêtant. Alors on a proposé de passer Ouais, c'est hors pas concours. Mais confortable. ça a été Mm. de longues négociations pour faire accepter à certains organisateurs de conf que la possibilité existait de décrocher, de libérer un créneau pour que ce ne soit pas du concours, mais du spectacle. Aujourd'hui, c'est le cas, tant mieux. Il y a encore beaucoup de progrès à faire en termes de déblocage de moyens, de respect des troupes, enfin voilà, de proposer de vraies répétitions, des techniciens vraiment impliqués, etc., etc. Mais il y a une vraie avancée sur ce point-là, et je pense que on est nombreux à rêver d'une possibilité plus élargie de faire du spectacle juste pour le plaisir du spectacle, et aussi sans la limitation de se dire ah ouais, donc il faut que ce soit juste, donc il faut que ce soit tout le monde à 2 minutes 30, des tailles de props limitées, enfin voilà, des effets limités. Non, on veut faire sauter tous ces carcans qui sont là pour faire des concours justes et équilibrés, mais qui ne permettent pas toujours de monter le cran au-dessus et de faire un spectacle plus spectaculaire et plus divertissant.
Ouais, ne serait-ce qu'avec la présence de répétitions, par exemple, avec des techniciens, ça c'est vraiment le grand luxe qui nous manque dans le cosplay, je trouve, et que je déplore. Mais effectivement, sur un concours, on peut pas se permettre, hein. Vous le savez peut-être sur le chat, hein, mais les accès aux scènes sont en général limités, chronométrés, coûtent extrêmement cher aux associations et aux organisateurs. Donc voilà, c'est ce pourquoi il n'y a pas vraiment de répétition, sauf pour éventuellement des shows ou des finales d'énormes concours, comme on a la chance de le Mhm. faire sur le World Cosplay Summit ou sur le CG par exemple. Donc ouais, mais c'est vrai que cette dimension du show, du spectacle, ça amène le cosplay à un autre niveau. Est-ce que tu le rêverais pas même en dehors des conventions? C'est quelque chose qu'on a évoqué avec, les amis avec lesquels j'ai eu la chance de faire, le spectacle La Belle et la Bête notamment. C'est qu'on sait qu'il y a une demande pour du spectacle, heu, pour Noël, dans les mairies, les salles des fêtes et cetera et cetera. C'est quelque chose qui peut transcender la convention et le cosplay. Maintenant moi, ce qui me fait plaisir aussi, c'est que les gens, ils viennent voir ce que nous, on a produit et qu'ils viennent pas voir juste un spectacle, La Belle et la Bête ou Sailor Moon, mais qu'ils viennent Mm. voir, Anne Jones, Lily on the Moon faire La Belle et la Bête, faire enfin voilà, qu'ils aient cette connaissance des personnes derrière et c'est pour ça le milieu de la convention est optimal parce que les gens viennent non seulement voir un spectacle, mais ils viennent voir les gens qu'ils ont envie, voilà, des gens qu'ils ont envie de voir performer en direct et pas juste sur TikTok. Enfin, et pour moi, il y a cette dimension-là qui est quand même la proximité avec la communauté qui m'importe quand même. Faire du spectacle, j'adore ça, mais ça me fait encore plus plaisir quand c'est pour cette communauté, quand c'est pour des gens qui apprécient ce travail-là en particulier. Et ça, c'est vrai que c'est plus, ça concerne plus les conventions. Oui, c'est clair, je suis assez d'accord avec toi. Et puis, il y a moins ce regard, cette attente ultra professionnelle, même si quand on monte sur scène, on essaye d'être le le plus carré, le plus Sans, irréprochable possible. À partir du moment où on sort de cet univers de convention, on n'est plus dans un contexte d'amateurisme, on est vraiment dans un contexte pro. Et du coup, c'est plus du tout les mêmes attentes. Bah, après, il faut aussi relativiser parce que, on sait que il y a pas les mêmes attentes, mais d'un autre côté, les spectacles de village, c'est pas non plus Broadway. C'est juste que justement, on veut faire des choses, belles et voilà, avec des moyens et cetera. C'est dommage de retourner à une salle des fêtes, même enfin voilà, avec les contraintes qu'il y a là pour performer, devant 50 enfants, même si c'est super aussi, au lieu de se di de viser, les conventions, les belles scènes, enfin les écrans, les techniciens, les voilà, les gens qui vont apprécier le cosplay pour ce qu'il est, c'est-à-dire un mélange du costume, de la performance, des licences qu'on aime et pas juste voir un spectacle pour passer une demi-heure, pour faire passer une demi-heure à ses enfants. Mais si un jour on te contactait pour faire ça, est-ce que tu relèverais ce défi? On nous a déjà contactés pour faire ça, ça s'est jamais concrétisé, mais on n'a jamais refusé. On a toujours dit: «Oui, voici les conditions» et cetera. Après ça n'a jamais abouti pour plein de raisons, des gens qui droppent à la dernière minute, des trucs pas sérieux et cetera. Mais, on nous a déjà et on a toujours dit, oui quand on nous demande: «Pouvez-vous faire, tel, spectacle 30 minutes sur La Belle et la Bête, 30 minutes sur Frozen?» heu, pendant des mois, on travaille sur ça et bon finalement, ça s'est jamais fait. Mais en tout cas, on n'a jamais enfin même si c'est pour un camping ou une salle des fêtes, on le fait pour, ne Bah, serait-ce que pour ça serait quand l'expérience même une pour scène. nous et puis c'est quand même une scène, ne serait-ce que pour l'expérience pour nous, pour, avoir, plus que, enfin voilà, que plus qu'une vidéo, prise par un sur un téléphone portable en Chine, enfin, voilà, pour le plaisir de se faire la main, de relever des défis et de monter sur scène quand même, ça reste un plaisir. Le plaisir ultime, c'est de le faire, pour sa communauté, pour les gens qui sont connaisseurs, ça c'est sûr, mais ça n'empêche pas le plaisir de monter sur scène. Bien sûr. Puis toi qui affectionnes quand même particulièrement l'univers de Disney, qui est quand même un univers qui parle beaucoup aux enfants, même si c'est pas des geeks Mmh. avertis et des fans de cosplay, je pense que les Ouais, paillettes dans les yeux valent tout à fait, la petite scène et peut-être les conditions un peu moins bonnes pour les c'est ça, spectacles. c'est ça, c'est ça. Ouais. Donc du coup, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'identifient quand même comme la cosplayeuse française qui fait beaucoup de princesses. Est-ce que c'est une image enfin, dont tu as marre ou dont tu aimerais te débarrasser? Ou est-ce que tu penses que ça colle à la réalité ou pas?
Euh, Disons que ça colle à la réalité des réseaux. Euh, Parce que quand bien même je fais d'autres costumes et d'autres choses, c'est ça, ce qui va transparaître le plus sur les réseaux et sur mes outils de communication, ça va être ça parce que je sais que c'est ça que les gens aiment voir. Et le reste, je le fais pour moi et ça m'empêche pas de le partager quand même, mais je le partage avec moins d'insistance et moins de voilà, j'insiste moins pour partager les choses autres parce qu'elles trouvent moins leur public parmi ma communauté, elles touchent moins. Donc je l'ai fait pour moi. Et après, c'est voilà, ce qui transparaît sur les réseaux, c'est cette image de princesse. Ça ne me gêne pas parce que moi, j'adore ça. Ça n'a jamais été, jamais une contrainte. Je me suis jamais dit que j'allais faire une princesse parce qu'il fallait nourrir mes réseaux ou enfin vendre des livres. Non, j'ai j'ai toujours fait ça avec un immense plaisir. Enfin voilà, je les ferais même si j'avais pas de, même si c'était pas ce qu'aimaient mes followers et même si je vendais pas de livres sur le sujet, c'est quelque chose qui serait quand même extrêmement récurrent. Est-ce que m'embête que ça me colle à la peau? Dans la mesure où ça s'est regardé par certains avec un peu de, je dirais pas de mépris, mais de dédain. Oui, parce que ce qu'on voit sur les réseaux, ce sont ces princesses qui sont pas toujours si difficiles à réaliser en apparence, alors que les gens oublient facilement justement que toi, moi, Anne-Sheila, on a fait, on a fait des concours, on a prouvé qu'on savait faire plein de choses et et qu'on n'a pas besoin de prouver qu'on sait faire des choses plus compliquées. Mais le fait que cette image qui se répand le plus, c'est celle du costume dit plus simple, c'est plus embêtant dans ce sens-là. J'aime bien être prise au sérieux quand je fais un jury, que j'entende pas, j'apprécie pas d'entendre d'un participant, oui, bah celle-là, elle fait que de la couture, elle sait pas juger ci ou ça. C'est parce que c'est pas parce que je fais des robes de princesse ou que je suis en princesse au moment de juger que je ne sais pas juger une prestation, que je ne sais pas juger une perruque, un maquillage, voire des morceaux d'armure, même si c'est pas mon expertise. T'as encore ce genre de réflexion? Ça existe encore, ça? Des gens qui pourraient sous-entendre ce Bah, genre de choses avec toi dans le jury? disons que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de convention et de concours, donc je Certes. dirais c'est difficile d'évaluer, mais enfin voilà, j'ai encore eu en réponse, je commentais un post de Kamui sur un de ses costumes en disant oh là là, c'est vraiment super la variété des skills, etc. Et quelqu'un a rebondi en disant ah, tu vois, c'est mieux que juste la couture. Genre, oula, Ouais. euh, c'est vraiment Ok. ok. Petit pic en Alors passant. c'est ça, au passage, tiens, la princesse de service, Camouille, c'est supérieur parce qu'il y a l'impression 3D. Et moi, je veux bien admettre tous les skills de Camouille. J'étais d'ailleurs là pour commenter combien j'étais impressionnée de tout ça. Mais je refuse qu'on me dise que parce que ce sont les princesses qui sont les plus visibles sur les réseaux, que mes compétences se limitent à ça, alors que déjà les gens sous-estiment une partie du travail qu'il faut dessus, mais en plus, c'est pas parce que c'est ce qui est essentiellement transparaît sur les réseaux que je ne sais faire que ça. Voilà, et que voilà, que ça m'enferme là-dedans dans un moule de je sais faire qu'un type de maquillage, qu'un type de costume, c'est faux. Est-ce que tu dirais donc que malheureusement, hein, les réseaux ont un peu choisi ce qu'ils voulaient montrer de ton travail et que du coup, indirectement quand même, ça t'a influencé dans pas mal de choix? Ce sont pas les réseaux parce que les réseaux, le réseau Instagram, pour rien. C'est le public Oui, qui choisit. Et du coup, si le public a choisi qu'il aimait ça sur Instagram, moi sur les réseaux, j'essaie de faire plaisir aux gens et de leur apporter ce qu'ils ont envie de voir. Par ailleurs, ça ne m'empêche pas de faire des choses, comme on disait.
euh, pour moi quand même. C'est juste que c'est des choses que je vais pas appuyer sur les réseaux. Enfin voilà, quand je cosplay Vanda avec un costume à acheter pour me faire plaisir, c'est quelque chose sur lequel je vais pas faire moult et moult posts parce que je sais que je l'ai fait pour me faire plaisir et que ça va pas avoir la même réception sur les réseaux. De même que quand je fais Joker ou quand je fais la fée dragée ou ce genre de choses, c'est des choses que je fais pour d'autres raisons. Je les fais pour moi. Et ça n'a pas la même réception sur les réseaux. C'est pas grave. Ça n'a pas de, ça n'a pas d'importance, quoi. Il y a un équilibre à trouver. Et les réseaux, ça forge l'image que j'ai euh, publique, mais ça forge pas complètement ce que je fais et ce que je suis. En tout cas, j'espère. Oui, bah, vaut mieux, tant mieux déjà d'avoir cette lucidité et de le voir. Est-ce que du coup, tu aurais un conseil à donner peut-être à tous ces cosplayers qui galèrent justement à se faire remarquer, on va dire, sur les réseaux sociaux, peut-être qu'ils y accordent trop d'importance, ou quel serait ton conseil par rapport à ça, à ces cosplayers qui cherchent à être connus, disons-le? Ils cherchent. C'est hyper difficile parce que c'est quelque chose où on me pose souvent la question et je disais que s'il y avait une formule magique, tout le monde aurait 200 000 followers. C'est quelque chose de très difficile. Il faut identifier quelque chose qui fait vibrer le public et c'est pas évident. Il faut chercher ce qu'on a en soi d'unique qui en même temps parle à beaucoup de gens. Et et c'est pas évident. Moi-même, je me demande à certains moments comment j'ai réussi à en arriver là. C'est un combo d'un, d'un tas de choses. Et il y a des femmes 1000 fois plus belles que moi qui ont 10 fois moins de followers. Il y a des gens 1000 fois plus talentueux que moi qui ont 20 fois moins de followers. Donc c'est une réponse délicate parce que je dirais, c'est des conversations qu'on a régulièrement avec Blondiquet qui sait l'important, qui voudrait en faire une partie de son métier et qui sait l'importance des réseaux pour aujourd'hui en faire une partie de son métier et il cherche la bonne équation et je dis cherche ce qui te rend unique et en même temps ce qui fait vibrer les gens. Il y a un équilibre à trouver entre voilà, qui t'est vraiment spécifique à toi, mais et qu'est-ce qui a du répondant, qu'est-ce qui donne des réponses, des réactions chez les gens. Mais c'est très difficile à trouver. Ah ouais, il y a souvent beaucoup de gens hein, qui conseillent de rester soi-même, ne pas forcer le trait, vraiment essayer de garder du naturel et de la spontanéité dans ce qu'on fait, mais c'est pas toujours ce qu'on fait qui est attendu et qui est aimé par une majorité. On est tous uniques, on a tous des goûts uniques, et des fois En ça, fait, ça colle peut-être juste pas. oui, mais oui, ça colle peut-être. Bah, oui, peut-être que si on aime, si notre personnalité, nos envies personnelles, c'est qu'on aime à fond une licence qui est peu populaire, peu connue, etc. On aura beau être 100% honnête, mettre tout son cœur dedans, avoir une personnalité géniale, si on n'arrive pas à attraper le public qui connaît cette licence-là, c'est extrêmement difficile, etc. Maintenant, ouais, il faut, oui, pour moi, il faut quand même rester soi-même. Et encore une fois, j'ai la chance de me dire, j'ai une super communauté en faisant ce que j'aime. Enfin, je veux dire, encore une fois, je me suis jamais forcée à faire aucun costume en me disant, ça fera du contenu, ça fera des likes, etc., etc., parce que c'est pas du tout le raisonnement derrière ça. Maintenant, si jamais ça fonctionne pas sur les réseaux, et qu'on a vraiment envie que ça fonctionne, faut analyser froidement. Et ça, faut regarder les statistiques, regarder les posts qui ont fonctionné, qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné, qu'est-ce qui a parlé aux gens. Et voilà, et tout en. Et moi, je dirais vraiment, faut quand même pas se forcer à rentrer dans un moule parce que de toute façon, ça se verra. Voilà, il C'est faut clair. essayer de trouver en soi malgré tout, les choses qui font vibrer les gens. Et ça veut dire que parfois, effectivement, mettre de côté certains aspects qu'on adore, mais qui ont fait pour soi-même et pas pour les réseaux. On les continue à les faire pour soi, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on va mettre en avant sur les réseaux, parce que si les réseaux, c'est un outil pour se développer et être plus connu, il faut l'analyser froidement et se dire, OK, ça, ce costume-là, je l'ai fait vraiment pour me faire plaisir, je vais faire un post dessus
et c'est tout parce que je sais que ça va pas parler aux gens. Ouais, ouais, il y a du tri à faire aussi, peut-être, dans ce qu'on aime et dans ce que les gens aiment, quoi. Voilà, essayer de trouver le match parfait. Et, et c'est difficile et ça peut prendre du temps. Après, ça dépend, je pense, de ce que chacun recherche via les réseaux. Est-ce que c'est un support Mhm. de fun, de hobby, et dans ces cas-là, bah, peu importe à quel point ça a de la portée finalement, ou est-ce que c'est quelque chose dont on veut se servir pour développer un aspect professionnel de sa vie, et où là, bah, forcément, dans la balance, c'est pas la même chose, clairement. Et puis, on n'est pas community manager, hein, comme ça se dit sur le chat, hein. C'est un métier à part entière et ça me demande quand Tout même à fait. une façon de penser, d'éditer, de rédiger. Enfin, ouais, c'est tout un métier. Enfin, Ouais, c'est tout un métier et comme tu le disais très justement, il faut avoir. Ça, ça sert à rien de vouloir développer son réseau juste le like. Enfin voilà, il faut se donner un objectif et se dire qu'est-ce que ça m'apporterait. Et en l'occurrence, moi je sais que c'est parce que bah, déjà j'aime avoir une communauté, échanger avec les gens, mais aussi parce que cette communauté-là, ça assoit une certaine légitimité pour réussir à me faire payer sur des projets, pour avoir du budget, pour voilà, euh, avoir la possibilité d'éditer moi-même un livre et que ça fonctionne. C'est ça, c'est de saisir l'objectif. Le like pour le like, ça sert à rien et ça fonctionnera jamais en fait, ça fonctionnera jamais si on le fait pour l'ego. Ça ira oui. toujours une forme d'insatisfaction. Oui, puis ça vous apportera pas plus d'amour dans votre vie, ni plus de satisfaction finalement, parce que vous voudrez toujours plus à la fin, il n'y en aura jamais assez. C'est clair, Mais c'est c'est vrai clair. qu'aujourd'hui, je pense que c'est très dur avec la multiplicité des formes de réseau, de réussir à dialoguer vraiment avec la communauté, ce qui était plus simple au départ parce qu'on était moins nombreux. Là, on a l'impression qu'on est dans un océan de gens qui n'a pas le temps, pas la possibilité de se parler. C'est en train de changer tout ça. Comment tu vois ça, toi, dans l'avenir? Tu penses que ça va continuer ces réseaux? Ça va peut-être s'arrêter? Je pense pas que ça va s'arrêter parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment autour de ça que sont basés, enfin, qu'est basée la communication. On peut pas dire aujourd'hui que les gens vont revenir à la télévision, enfin, que notre génération va revenir à uniquement la télévision, ce genre de choses. Je pense que ça va évoluer de plateforme en plateforme en plateforme, comme c'est déjà le cas. On a commencé par des forums, puis c'était voir des MySpace ou des blogs, puis c'était Facebook, puis Instagram est arrivé, YouTube, TikTok, et en fait, euh, je crois que ça va continuer de voguer de plateforme en plateforme et qu'il va falloir pour les gens qui en dépendent pour leur métier, pour leur carrière, va falloir s'adapter, mais je crois que ça restera, que l'histoire du réseau social n'est pas terminée parce que je vois pas un retour à un univers télévisé où on poserait les téléphones sur le côté et qu'on se mettrait devant, comme on le faisait auparavant, devant la télé pour découvrir des artistes et des célébrités. Aujourd'hui, ça se fait sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux et des plateformes qui pourront changer pour lesquelles il va falloir, si on, encore une fois, si on y tient, avoir une constante remise en question et une constante adaptation, Ouais, tant qu'il y aura Internet, il y aura donc toujours des réseaux. je Qu'est-ce que pense. je voulais dire sur le chat? Là, je vois qu'il y en a qui commencent à aller se coucher. Donc, avant que tout le monde parte dormir, si vous avez Oui, des questions pour Nikita, question. c'est le moment. N'hésitez pas du coup à les poser. J'ai vu que ça a beaucoup réagi. Vous inquiétez pas, on lira tous vos commentaires après pendant le replay si on en a loupé quelques-uns. Donc oui, Nikita, si tu avais un conseil à donner, du coup, c'est une question qu'on pose tout le temps, mais c'est intéressant quand même. Si tu avais un conseil à donner aux cosplayers débutants aujourd'hui qui veulent démarrer et qui sont peut-être un peu découragés par tout ce qu'ils voient de si abouti et de si complexe, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je reposte régulièrement et Camouille aussi, par exemple, cette image d'une comparaison entre mon tout premier costume en 2006 et ce que je fais aujourd'hui, pour expliquer que progresser, apprendre, trouver l'assurance enfin voilà, et un style, ça prend du
temps, il faut avoir la patience, il faut être indulgent avec soi-même, accepter qu'on va pas faire du yaya ou du maul tout de suite. C'est normal. Il y a plein de gens qui me disent, oh là là, je vois toutes ces jeunes filles à 17 ans qui venaient, parce que c'était les conventions, qui venaient sur mon stand en me disant, oh là là, si je pouvais avoir ton talent un jour, moi je suis nulle, je galère. Et quand je leur explique que moi, à 17 ans, j'avais même pas commencé, d'un seul coup, il y a quelque chose qui vient s'illuminer dans leur regard. Ah, mais attends, 17 ans, tu n'avais pas commencé. Enfin, ça veut dire que c'est tout à fait possible d'avancer et d'évoluer jusque-là. En plus, nous, on a commencé à une époque où il y avait pas de tuto, pas de YouTube, pas de marchand de perruques, pas d'AliExpress, pas de tout ça. Aujourd'hui, vu tout ce qu'il y a comme possibilité, les gens évoluent hyper rapidement. Il suffit de s'accrocher, d'être indulgent avec soi-même et d'avoir de la patience. Il ne faut pas se comparer aux autres. Ça c'est essentiel. Aujourd'hui, les réseaux nous poussent spontanément à nous comparer. Il faut pas, on fait tous des choses différentes. Et encore une fois, il y a des gens 1000 fois plus talentueux que moi qui ont 10 fois moins de likes. Ça se mesure pas à ça. Il faut se regarder soi-même, se comparer. À la limite, comparez-vous à votre costume précédent, mais pas à Maul ou enfin voilà, ça sert à rien. On a une question pour toi, Nikita, sur le chat de Rera Angle. Comment tu fais pour rester toujours aussi rigoureuse, motivée et constante dans tes cosplays? La passion. Euh, j'ai la passion. Je suis rigoureuse parce que ça me passionne de faire des choses euh, propres et abouties. Je suis motivée parce que quand j'ai envie de faire un costume, je l'ai vraiment envie du fond du cœur. Je me force pas, je m'oblige à rien. Constante, ça va devenir quelque chose de plus variable parce que maintenant, j'ai eu du temps libre, pas mal, qui me permettait d'avoir un rythme assez régulier dans la production. Maintenant, je suis maman, la constance, ouais. tout un sujet, voilà, en fonction des rythmes de mon petit, ça va être difficile d'avoir un rythme aussi régulier, mais en tout cas, c'est la passion qui drive tout ça. Du coup, C'est la comment t'arrives, locomotive. justement, maintenant que tu es maman, comment t'arrives à trouver du temps? Où trouves-tu du temps quand bébé dort? Je le trouve pas. J'ai fait depuis la naissance de mon fils, j'ai fait un seul costume et encore parce que j'ai réussi à le terminer parce que Lily on the Moon et Nad Cosplay sont venus une après-midi littéralement s'occuper de mon petit pour que je termine ce costume d'Hera parce que c'était impossible de trouver plus d'1 heure d'affilée. Bon, maintenant ça va se décanter un tout petit peu plus parce que mon fils va avoir 6 mois. Il va aller chez la nounou de façon il y va de façon plus régulière depuis 2 jours. Enfin voilà, c'est la rentrée. Il va trouver un rythme chez la nounou. Moi, je vais avoir mes journées de travail normales à la maison. J'ai un travail à plein temps, mais c'est un travail que je fais en télétravail, ce qui fait que dès que j'ai fini mes tâches, eh bien, je vais trouver ce temps. Donc, c'est comme ça que je vais essayer de dégager du temps. Mais non, on peut pas dire que juste depuis la naissance de mon petit, j'ai trouvé beaucoup de temps pour faire du costume. J'ai fait un costume en 6 mois. Mon rythme précédent, c'était un costume tous les mois et demi. Je pense que voilà, on a divisé le ratio largement. Après, tout le C'est monde pas l'a grave. divisé, hein, ne vous culpabilisez pas sur le chat. Avec les confinements, l'absence de convention, je pense qu'on a tous eu un ratio relativement faible, sauf certains qui ont trouvé C'est vrai. des élans de motivation pas possibles. Vous avez encore quelques minutes pour vos questions, si jamais vous voulez ou bien transmettre un message spécifique à Nikita ou bien lui poser une dernière question avant qu'on mette fin à ce live qui a quand même duré 2 heures là maintenant, donc 2 heures, oh là c'est là quand là là. même pas mal.
Joli Oh là là, débit, ouais. joli débit. Je pense que tu as un beau message là d'encouragement de Olivier Dumas, je le vois. Ouais, je suis en train de Je te lire. laisse le Merci lire. beaucoup. En attendant, je remercie tous ceux qui sont passés sur ce chat et sur ce live. Vous avez été hyper réactifs. On a eu plein, plein, plein de messages. On n'a pas forcément pu réagir à tout le monde, mais ça fait vraiment plaisir d'avoir les anciens que je vois toujours, mais aussi quelques nouveaux qui sont venus, je pense, pour cette interview, qui sera dispo en replay, bien sûr, sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui l'auront raté. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à suivre la chaîne, c'est gratuit, ça mange pas de pain et vous ne louperez pas les prochaines interviews et les prochains lives. Voilà, tu as encore des Yes. messages de remerciements. Voilà, tu es une vraie source Ah, merci beaucoup. d'inspiration. Vraiment, voilà, oula, ça y est, ça arrive, il y en a plein. Tout le monde se réveille, super intéressant, génial. Bon, très, très cool. Merci Super. beaucoup pour tous vos messages. Voilà, ça nous met le baume au cœur qui nous manque des conventions. Ouais. Je vois très bien de quoi Nikita parle, ce truc de vous rencontrer à chaque fois en convention, de vous croiser, que ce soit sur les stands, dans les allées ou même à travers la scène. Voilà, moi j'ai choisi Twitch pour un peu me redonner cette sensation, même si c'est à distance, un petit peu avec vous tous. Et donc, moi aussi de te remercier, Nikita, de t'être libérée pour ce live de ce soir. Je sais que c'était pas facile avec tout petit et ta vie. Donc, merci beaucoup à toi d'être venue. Ça m'a fait très plaisir. Et j'espère que vous aurez appris des nouvelles choses du coup sur Nikita. Ah, il y a une question qui vient de popper. Vas-tu faire des prints de Serenity? C'est précis et direct. Alors, c'est très précis. Peut-être, mais pour le coup, la fabrication de nouveaux prints dépendra d'aller en convention parce que je ne referai pas de stock de prints tant que je ne vais pas en convention. Pour l'instant, j'ai un stock précis de prints disponible sur ma boutique. Je ferai pas imprimer de nouveautés si je vais pas en conv. Mais si les conv reprennent, je ferai un nouveau catalogue de prints, dont D'accord. probablement Serenity. Et du Voilà. coup, tu as des conventions prévues prochainement ou pas encore? Non, pas encore. Je pense que les conventions reprennent très doucement, qu'il y a très peu qui prennent le risque. Dès que ça aura repris un peu plus régulièrement, je pense je pourrais enfin voilà, je recevrai, j'espère, des invitations pour de nouveaux événements et vous le saurez sur les réseaux. De toute façon, j'ai envie de dire qu'au plus tard, on se retrouve à Japan Expo 2022 parce que ça, c'est sûr que je serai au rendez-vous Si, au il y plus a tard. Japan Expo 2022. Ah J'espère qu'il y Il aura Japan paraît. Expo 2022. Mais ça serait vraiment cool que ça se fasse, quoi qu'il arrive. Ouais. Instant pub, du coup, est-ce qu'on peut encore acheter ton livre, tes livres? Oui, non, où? Bien sûr, bien sûr. J'ai amené celui-là, voilà. Et puis le premier également, d'ailleurs, sont tous les deux disponibles sur mon site internet. Donc, si vous savez pas où aller, trouvez sur ma page Facebook ou Instagram. Il y a les liens vers la boutique. Vous pouvez même commander directement depuis Instagram ou depuis Facebook. Sinon, voilà, il y a encore une fois tout sur ma boutique. Vous pouvez commander. C'est traité relativement rapidement. Voilà, euh, c'est encore disponible j'ai encore largement du stock. Ok, trop trop bien. Bon à savoir, ceux qui n'ont pas encore ce livre, vraiment, je vous le recommande. Il est super beau. Ça reste aussi un bel ouvrage. En fait, même si vous en avez pas besoin, moi, c'est ce que j'arrête pas de répéter. Hein, on est fan de cosplay. Moi, j'ai une bibliothèque cosplay où j'ai vraiment les livres de tout le monde que je trouve qui m'intéressent. En tout cas, des personnes que j'ai envie de soutenir, dont j'ai envie de soutenir le travail et aussi pour le souvenir. C'est pas que un bouquin technique. Il est ludique. On apprend des choses. Il y a des super belles photos, des illustrations. Enfin voilà, il y a plein de choses très très intéressantes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous procurer cet ouvrage. Il est totalement intemporel, donc il prendra pas de ride avec le temps et un beau patron de princesse, ça peut toujours servir. Et il y a une chemise, C'est un ça. corsage, une jupe, donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. Voilà. Oui, oui, oui. Écoutez, il va être temps de se dire au revoir et Au surtout bonne revoir. nuit bien Bonne méritée. nuit. On vous fait des gros Merci bisous. beaucoup, hein. Y a pas de quoi, Merci beaucoup Nikita, de c'était m'avoir reçu. un plaisir de t'avoir avec nous. Je vous fais des gros bisous sur le chat. Cœur tout le monde et à très très bientôt Au pour un revoir. nouveau live. Ciao, bisous Bye bye. bisous.